Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Talk de France Info. Salut Julo, salut Sergio, salut Michael, salut Astia La Vista, salut Bandini, salut Joker. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux et je m'en félicite, je suis très content de vous retrouver. Donc un premier mot d'abord, pour vous dire que je suis content de vous retrouver après quelques semaines de vacances, un peu de soleil, un peu de pluie, beaucoup de rire, une grande pause et un vrai plaisir de vous retrouver au rendez-vous. Un second petit mot pour vous dire que je suis fier de vous souhaiter la bienvenue dans notre nouveau studio, un studio avec de la clim, un studio avec la vue sur la rédac de France Info, avec la fin de l'horrible fond vert que vous avez adoré détester, avec nous, parce qu'on le détestait aussi, ce fond vert. Un studio aussi avec la disparition de Cyril Balta, le réalisateur du stream, qui n'a pas physiquement disparu, mais qui est désormais derrière une grande vitre à ma gauche. On m'a divorcé spatialement de Cyril, en quelque sorte, mais il est toujours là, pour ceux qui s'inquiétaient, mais vous ne vous inquiétez pas. Un troisième petit mot, plus sérieusement, pour vous accueillir avec les civilités qu'imposent les rentrées dans le studio Clémentine Le Calo-Vergnaud, au 4e étage de la maison de la radio à France Info. Il porte le nom de Clémentine. Clémentine qui a été notre collègue, notre consoeur, une amie aussi pour beaucoup. Clémentine est morte d'un cancer à la fin de l'année 2023. Elle avait 31 ans, c'était il y a presque 2 ans maintenant. Son cancer qu'elle a raconté dans un podcast, ça s'appelle Ma vie face au cancer. C'est sous la forme d'un journal et c'est disponible sur la plateforme de Radio France. Ce studio nous permettra de nous souvenir que tous les jeudis, que Clémentine râlait autant qu'elle riait souvent très fort. Allez, il est 17h04 passé de 32 secondes et quand c'est l'heure, c'est l'heure. On est ensemble comme tous les jeudis de cette saison de 17h à 19h, une fois par semaine, mais toujours au même horaire, pendant 2 heures donc pour décrypter l'actu qui agite la semaine, l'actu politique, économique, diplomatique, scientifique, de la tech, du web, des idées, avec à notre rendez-vous du jeudi 2 thèmes, 4 invités, vos questions dans le chat, vos questions qui, s'il vous plaît, sont courtoises, précises, qui sont amicales, on est sur le service public, s'il vous plaît, vos questions qui se terminent par un point d'interrogation et que je passe in extenso, subito presto et dans le ton que vous me suggérez aux invités. Le chat, c'est un espace qui est modéré, vous avez le droit de tout dire, mais en respectant la parole de l'autre et en étant constructif. C'est Jérémy à la modération qui est le garant de cet espace. Salut Jérémy, bon retour à la maison. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, Sébastien Lecornu, Premier ministre, avec la lourde charge de boucler un budget avant la fin de l'année, les Républicains qui se réjouissent, les socialistes dubitatifs et le RN aux abois, et un budget à construire dans un contexte de colère sociale, exprimé notamment depuis hier avec le mouvement Bloquons tout. Ça en fait du pain sur la planche, ça en fait des questions aussi, et ce sera jusque 18h, heure à laquelle on ira justement ausculter patiemment les reliefs du mouvement Bloquons tout, un mouvement gazeux, horizontal, plus urbain que les gilets jaunes disent certains, politisé, promis à l'échec, persifle d'autres. Le mouvement est-il un pétard mouillé ou une colère un peu trop réprimée, brisée dans l'œuf peut-être pour qu'elle s'exprime sainement? On va tenter de séparer le grain de l'ivraie, de voir dans l'histoire des pétards mouillés qui se sont avérés les prémices de déflagration sociale. Ce sera jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h05 pile à Paris, où comme partout ailleurs, l'actualité parfois crachote, elle toussote, elle bute, elle recommence, avec sa sœur qui au loin ne voit rien venir, puis le ciel qui poudroie, puis un Premier ministre qui s'en va, et après François Bayrou, l'arrivée de Sébastien Lecornu, qui quitte l'hôtel de Brienne et le ministère des Armées pour poser ses valoches un arrondissement plus haut de l'autre côté de la Seine. Sébastien Lecornu qui a été chargé par Emmanuel Macron de former rapidement un gouvernement. Sébastien Lecornu qui a promis des ruptures, y compris sur le fond, pour sortir de la crise. Bonjour Aurore Malval. Bonjour. Salut Aurore, t'es grand reporter politique au service politique de Marianne. Bienvenue dans la nouvelle saison du Talk de France Info. On te connaît bien, tu viens souvent dans le Talk de France Info. Il y en a une autre qui vient souvent dans le Talk de France Info, c'est Émilie Zapalski. Salut Émilie. Bonjour Ludo. Tu es éditorialiste politique, consultante en communication politique. Tu as fondé l'agence Émilie Conseil. Bienvenue à toi aussi. Merci. On peut peut-être commencer en rembobinant un peu. Quand Sébastien Lecornu est nommé, à tout le moins, ça a fait réagir, notamment à gauche, et notamment Patrick Kanner, qui est sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat, et qui nous dit le nommer à la veille d'une grande journée de colère des Français, c'est presque une provocation, pour ne pas dire un bras d'honneur qui est fait à tous les Français. Comment on explique le choix d'Emmanuel Macron, qui est un homme qui est censé bosser avec les socialistes, mais qui est critiqué ces derniers mois pour avoir dîné avec Marine Le Pen? Qui se lance? En fait, effectivement, il y a un côté provocation, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron reste en fait dans la logique qui a toujours été la sienne depuis l'été dernier, depuis les élections législatives qu'il a perdues, quand même que son camp a perdu. C'est de ne pas changer de politique. Et finalement, on voit au fur et à mesure du temps qu'il nomme des premiers ministres de plus en plus macronistes, si je puis dire, ce qui peut effectivement apparaître contradictoire avec, et notamment alors les bruits de couloir. C'est vrai que les derniers jours avant la nomination, il y avait cette idée qu'il fallait que finalement la voie de passage, le trou de souris, comme l'appellent les éditorialistes politiques, eh bien, c'était avec le PS et qu'il fallait dealer avec le PS.
PS a poussé au maximum, en sachant quand même très bien qu'il y avait assez peu de chances pour qu'Emmanuel Macron nomme quelqu'un de leur camp. Mais c'est vrai que le choix, le fait de revenir à Sébastien Lecornu, qui en plus était le choix premier d'Emmanuel Macron en décembre, après la chute de Michel Barnier. C'était déjà lui, c'est un de ses fidèles, c'est un Premier ministre qui a été, qui a été de tous les ministères, de tous les gouvernements de la Macronie depuis 2017, secrétaire d'État, ministre depuis 2022 aux armées, qui est quelqu'un de discret, qui passe pour quelqu'un de très loyal au président de la République, que François Bayrou d'ailleurs n'aime pas beaucoup, n'apprécie pas ni n'estime beaucoup. Lorsqu'il avait justement tordu le bras d'Emmanuel Macron pour être nommé, il avait dit voilà, moi je vais faire des grandes choses, on ne va pas si vous voulez faire des petites choses, ce sera sans moi. Sous-entendu, ce sera avec Sébastien Lecornu, qu'il qualifie aussi de laquais, de courtisan. Donc voilà, donc l'esprit en fait de cette nomination, c'est aussi Emmanuel Macron qui finalement joue sa dernière cartouche en nommant un de ses proches, en nommant quelqu'un dont on ne voit pas, même s'il a annoncé le mot rupture sans dire exactement ce qu'il recouvrait, en tout cas à son sens, dont on ne voit pas ce qui pourrait sortir, enfin quelle rupture il pourrait vraiment faire. La seule rupture que je vois pour l'instant, qui est plutôt dans la communication, c'est qu'Emmanuel Macron a décidé de lui confier les clés de chercher les accords avec les partis. Chose qu'il n'avait jamais fait pour les autres, c'est-à-dire qu'il considérait que ça faisait encore partie de ses prérogatives, que c'était au président de trouver les contours d'une coalition. Là, il dit, c'est à Sébastien Lecornu de le faire. Ça peut passer aussi pour le fait qu'il le juge suffisamment, je dirais, affilié à lui et à sa botte, entre guillemets, pour justement lui donner les clés tout en sachant qu'il n'ira pas contre lui et qu'il ne pourra pas faire de rupture avec le macronisme. Je pense que de toute façon, Sébastien Lecornu, il était dans les tablettes, il était là, il était prêt. Depuis le début. Depuis le début. On parle de lui depuis à chaque 2017. fois que voilà, on parle de lui, c'est vrai que c'est un ministre depuis le début. Alors à noter, c'était lui qui était aux manettes, alors ministre des collectivités territoriales, quand il y a eu les Gilets jaunes, et notamment avec cette idée de grand débat national. C'est lui qui a organisé le premier grand débat et qui a mis en scène en quelque sorte Emmanuel Macron, qui a beaucoup apprécié cet exercice et qui, si cet exercice n'a pas débouché sur grand-chose concrètement, a permis en tout cas de passer la crise, de faire calmer un petit peu la colère. Donc ça, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que d'un côté, c'est vécu comme provocation, en effet, pas que par Patrice Caner, c'est aussi vécu pour beaucoup de gens, Patrick Caner, mais c'est aussi lui qui était aux manettes là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de changements, en fait, d'Emmanuel Macron. Moi, hier, je me posais la question, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il se disait disruptif, c'était le terme. Startup Nation. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi derrière ce terme? Maintenant qu'on a un petit peu des années d'expérience du macronisme et de Macron, moi, je me suis dit, en fait, disruptif, c'est de s'installer et de miser la continuité, c'est-à-dire je fais ce que je veux, j'ai des signaux, mais je continue avec les mêmes et avec la même politique. Et en gros, ce signal, parce qu'en effet, Sébastien Lecornu, il est encore plus proche, évidemment, que Bayrou ou que Barnier, donc on se rapproche encore plus de la Macronie, et c'est en gros de dire, moi je continue, vous avez beau m'envoyer des signaux dans les urnes, des signaux dans la rue, des signaux des partis politiques, je m'en fiche, je suis disruptif, je fais ce que je veux. Alors, c'est comme ça que j'ai interprété le terme. Et alors, avec des risques, évidemment, parce que ça risque d'être compliqué, parce qu'on a du mal à voir, oui, il l'envoie faire des accords, mais on a du mal à imaginer... Enfin, maintenant, la question principale, c'est la rupture, vous en avez parlé. Il a dit, c'est pas qu'une rupture sur la méthode et sur la forme, Sébastien Lecornu, dans ses 3 minutes d'intervention pour la passation de pouvoir. Alors donc, si c'est sur le fond, qu'est-ce que c'est? C'est la seule question qui est valable. Est-ce qu'il est suffisamment capable de s'émanciper de Macron pour faire un accord avec le PS qui puisse peser suffisamment, mais qui fâcherait la droite? En fait, pour peser d'un côté ou de l'autre, on a du mal à y croire. C'est quand même quelqu'un qui est un proche de chez proche de Macron, qui est un proche de chez proche de Darmanin. On a du mal à se dire qu'il peut trouver la liberté de faire un accord comme ça, ou alors c'est du véritable sacrifice. Mais pour l'intérêt général, ce serait génial, mais j'y crois pas trop. Bandini dans le chat qui nous dit « L'arithmétique parlementaire va rendre la tâche du cornu impossible nommer et donc continuer cette politique, c'est reculer devant l'évidence et la nécessité, dit en tout cas Bandini, d'une dissolution. Macron gagne et ou perd du temps ».
Oui, sauf que la dissolution, ça n'arrangerait rien. C'est vrai, moi, je suis complètement d'accord avec lui, parce que c'est du temps un peu perdu. Et en gros, Macron gagne du temps. Il a aussi, à mon avis, il s'est précipité avec Le Cornu qui était déjà prénommé, on va dire, parce qu'il y a le 10 septembre, il y avait le 10 septembre et qu'il y a encore le 18 septembre et qui ne veut pas être en première ligne, Emmanuel Macron. Parce que au-delà des dissolutions, il y a aussi cette petite chanson qui commence à arriver sur démission, destitution. Donc voilà. Mais la dissolution, globalement, à moins qu'il y ait une révolution dans les votes des Français, mais elle risque de reproduire un petit peu ce qui est déjà le paysage de l'Assemblée nationale et qui est avec pas de majorité pour personne, quoi. Chichong dit on change de capitaine, mais on garde le même cap. Pourquoi le résultat serait différent qui est un constat, en tout cas, qui est partagé par Maïtoto, qui nous dit le Cornu, c'est vraiment on change tout en faisant comme avant. Aurore. Bah oui, c'est ça. Et puis, j'ajouterais qu'en fait, la situation se complique de mois en mois. C'est-à-dire qu'on se rapproche quand même de l'échéance des élections municipales en mars 2026. Et pour le Parti socialiste, qui effectivement, aujourd'hui, un des acteurs, alors si on fait un peu d'arithmétique, justement à l'Assemblée nationale, on a quand même la France insoumise qui reste constante sur sa position de censurer tout gouvernement en fait d'ailleurs, parce que même un gouvernement PS, la question se serait presque posée, aussi quasiment dans les mêmes termes pour eux. Donc en tout cas, tout gouvernement là sous Macron pour aller vers une dissolution évidemment et voire une démission du président qu'ils appellent de leur vœu et même via la procédure de destitution qu'ils ont lancée. Donc on a la France insoumise d'un côté, on a le Rassemblement national qui semble quand même avoir changé de discours. Avant c'était on attend de voir, le discours s'est durci et ça a été tout Premier ministre semblable, enfin ils ont une formule un petit peu comme ça, voilà, tout Premier ministre du bloc central qui serait nommé et qui proposerait la même chose sera censuré. Donc ils ont mis quand même des lignes rouges qui sont assez fortes parce qu'ils veulent aussi, en tout cas ils semblent vouloir aller vers une dissolution rapide. Et donc on a le Parti socialiste et ses députés qui deviennent vraiment les maîtres de ce jeu-là. D'ailleurs ils n'ont même pas besoin d'être tous de voter tous comme un seul homme. Il suffit à peu près là de 25 dans le scénario que je donne, et ça, ce serait seulement si les Lyotte, par exemple, ne décident pas de censurer également. Donc à condition, bien sûr, l'Europe Écologie Les Verts et le PCF semblent aussi avoir des velléités de censure. Donc je dirais que dans cette configuration-là, le PS est le maître du jeu. Mais le maître du jeu, pourquoi ? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter de vendre un soutien comme ça à un Premier ministre qui ne leur donnerait à la limite qu'un petit hocher encore une fois, 6 mois des élections municipales qui vont être âprement disputées dans les métropoles contre des forces de gauche et notamment la France insoumise qui est bien décidée à essayer de leur faire la peau à certains endroits. Donc c'est vraiment une situation, là c'est un petit peu évidemment de la politique politicienne mais qui est très délicate pour le Parti socialiste. Et je pense d'ailleurs que si jamais par impossible Sébastien Lecornu décidait de dire OK, vamos pour la taxe Zuckman, mais en souhaitant d'ailleurs, ce qui serait un petit peu pervers, mais qui pourrait tout à fait être son cas, qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, est présidé par Richard Ferrand, qui dirait exactement que sur l'interprétation du préambule de la Constitution, une taxe comme ça à 2% sur le patrimoine pourrait obliger à sortir des liquidités qu'ils n'ont pas et donc serait un prélèvement confiscatoire. Il pourrait très bien d'ailleurs... je dirais encore, enfin, je raisonne vraiment par impossible, mais essayer d'accepter une taxe qui ne serait pas rédigée avec toutes les précautions d'usage pour justement la rendre constitutionnelle, parce que je ne pense pas que ce soit non plus extrêmement difficile, mais il pourrait s'accorder, enfin, en souhaitant qu'elle soit censurée. C'est vrai que la dernière jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ces questions penche quand même un petit peu du côté de la censure de certaines dispositions, donc ça pourrait tout à fait être une manœuvre, et là, le Parti socialiste serait un petit peu piégé, et c'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de même la seule taxe Zuckman et qu'ils demanderaient plus et pour un accord de gouvernement qui ferait automatiquement partir les LR de la coalition. Donc je ne vois pas en l'état effectivement comment il peut y avoir une voie de passage, et plus on approche des élections municipales, plus ça va se tendre et moins les forces politiques accepteront de négocier les unes avec les autres. Sans compter que, on pourra y revenir, la dissolution n'est pas forcément en l'état critique, en tout cas pour le PS, qui a des sondages plutôt encourageants et qui doit veiller davantage à préserver son accord avec Europe Écologie Les Verts et le PCF,
plutôt d'ailleurs que essayer de négocier le côté gouvernemental et responsable avec le bloc central et la droite. Émilie Zapalski. Oui, puisqu'on parlait de Sébastien Lecornu, du profil, de se dire rebelote, c'est la même chose. Il faut quand même voir que, même si on a beaucoup dit depuis qu'il a été nommé que c'est le clone d'Emmanuel Macron parce qu'il est très proche, qu'il est ministre depuis 2017, donc c'est le seul qui a fait toutes les quinquennats d'Emmanuel Macron, mais c'est un profil très différent. C'est un clone qui n'est pas présidentiable, c'est un clone très old school, ce que Macron alors old school, c'est un petit peu... Bon, ça pour le coup, c'est un peu le même. Ce ne peut pas afficher, en tout cas. Ouais, il l'affiche pas, mais je pense que là-dessus, il se connecte certainement. Quand même beaucoup. Mais non, c'était surtout sur sa partie élu local. Il a été maire de Vernon, il a été sénateur, président du conseil départemental de l'Eure. C'est quelqu'un qui communique très peu, on entend très peu sa voix. Ministre des Armées, même depuis qu'il est ministre, c'est pas quelqu'un qui est sous les feux de la rampe. Enfin, je veux dire, il y en a qui ont émergé, même Bruno Le Maire, qui ont émergé, Darmanin, Retailleau, qui est là depuis pas très longtemps. On a appris à les connaître et ils se sont un peu starifiés. Lui, pas du tout. Il est dans la discrétion, il est dans l'économie des mots, de la parole. Il en fait pas beaucoup. Souvenez-vous quand même, on a eu quand même des Gabriel Attal qui dégainaient la communication, bottes de foin, comme pupitre quand on s'adressait aux agriculteurs, beaucoup de mise en scène et tout ça. Sébastien Lecornu, c'est tout l'inverse. C'est je fais discrètement et après, éventuellement, je communique si c'est nécessaire ou pas. Regardez, depuis qu'il est nommé, il a fait quelques tweets. D'ailleurs, il a parlé d'humilité, de beaucoup d'attention à ce qui se passe dans la rue, aux préoccupations et au décalage qu'il y a entre ce que les gens pensent et puis ce que font les responsables politiques. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une différence par rapport aux autres ministres qu'on a vus et à l'approche d'Emmanuel Macron, qui est très provoque dans les mots, très narcissique dans sa manière d'approcher les médias et d'intervenir et d'être omniprésent. Donc ça, c'est un profil différent. Et si on ne regarde pas sur le fond, j'allais dire, sur vraiment, on peut se dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir quand même négocier. Il a eu des bonnes négociations, des négociations réussies sur des sujets très délicats, notamment sur les Outre-mer. C'est des choses très complexes. Et lui, il arrive à tisser, à discuter et à obtenir des avancées, peut-être en donnant des gages, justement. Je ne sais pas quelle est sa méthode réellement, parce qu'on a très peu de visibilité sur ça. Mais en tout cas, il y arrive. Donc, peut-être qu'il pourra avancer, mais on revient encore et toujours à la même question, c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, au bout de, j'ai pas la corde, enfin pas la laisse, je ne vais pas dire ça, mais qu'est-ce qu'il est prêt est-ce qu'il est prêt à renoncer à certaines choses pour l'avenir du pays, l'intérêt général et surtout un minimum la stabilité? Moi, j'ai des gros doutes, mais en tout cas, ça serait le meilleur moment pour essayer de changer les choses. Mais ça voudrait dire une inflexion dans la politique, et notamment économique, de Macron. Je ne suis pas sûre qu'il soit prêt à ça. Moi, je suis d'accord sur le côté. Effectivement, Sébastien Lecornu a réussi sur des dossiers complexes, mais des dossiers qui ne sont pas, en tout cas, qui ne relèvent pas des grands arbitrages de choix politiques sur lesquels on est. Par exemple, d'ailleurs, il est très aimé au ministère des Armées par l'armée, justement. Alors, lui est grand fanat de militaires. Il a voulu s'engager dans l'armée. Il n'a pas pu. Il est réserviste. Collectionne les képis et les décorations. Oui, mais en même temps, il est très aimé parce qu'il a réussi, et ça, c'est pas non plus que son talent, c'est aussi la situation internationale qui a fait que, dans le contexte budgétaire, eh bien, le budget des armées, sous son règne, enfin, sous sa direction, a doublé. Mais c'est pas... Son ministère. Voilà, c'est pas le talent de Sébastien Lecornu seulement. Pareil pour les Outre-mer, qui sont souvent des dossiers où on dit qu'il faut du pragmatisme, mais aussi parce que ça ne reflète pas, je dirais, des visions du monde qui sont opposées. Et en fait, c'est bien ce qui est en jeu là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que cette idée qui était tout le temps répétée par Emmanuel Macron de dire je veux une grande coalition à l'allemande qui aille justement du PS jusqu'à LR, elle est impossible en fait, parce que ça voudrait, enfin pour Emmanuel Macron, ça veut dire je veux que ma politique soit validée par une grande coalition qui aille du PS à LR. Et sauf que c'est pas le cas. Les recettes, les remèdes économiques et politiques à la crise ne sont pas du tout les mêmes dans ceux qui sont proposés par le PS et LR. Et je ne vois pas de raison pour lesquelles ces deux partis mettraient de côté leur vision du monde pour dire on souscrit à celle d'Emmanuel Macron et on va à nouveau se faire harakiri, parce qu'en fait c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Déjà il a commencé 2017 en tuant justement le clivage gauche-droite et en sapant et ce genre de coalition, quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne,
ça marche quand les deux bords de l'échiquier, je ne veux pas appeler forcément les extrêmes, mais en tout cas à gauche et à droite, sont faibles. Sinon, c'est un socle électoral qui va en se rétrécissant parce que on a cette espèce de centre qui aspire tout et où les gens ne se sentent pas aujourd'hui représentés. Donc c'est vrai que ça marche dans une certaine mesure. Même en Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, le socle électoral de la CDU et du SPD s'érode. Et on le voit aujourd'hui, même cette grande coalition, elle ne fait pas que des heureux en Allemagne. Donc par rapport à ça, je pense que c'est quand même important de le dire. Et encore une fois, pour une coalition, oui, mais pour quelle politique ? Moi, je voudrais juste noter quand même que dans tout ce marasme, puisque tu remontes à 2017, cette idée du en même temps, donc ni gauche ni droite, et il a quand même sapé tous les LR, sapé tous les PS. Et de qui on parle aujourd'hui ? On parle des LR et du PS, parce que même si les extrêmes ont pris beaucoup d'importance, les LR sont revenus un petit peu au devant de la scène. On va voir si c'est durable, notamment avec Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur. Lapsus, il fallait l'appeler Premier ministre. Il a pris beaucoup la lumière. Le PS revient aussi au devant de la scène parce que, justement, ils veulent s'en servir un petit peu pour essayer de faire basculer vers une non-censure. Donc, on voit que c'est un peu les prémices de l'après-Macron qui se passent aujourd'hui, qui ne vont pas tout de suite éclore totalement, parce que Macron est encore là et qui continue à penser à ce en même temps bis, terre, je ne sais pas combien ça fait, qui échoue à chaque fois. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une reconstitution de ces forces de gauche, de ces forces de droite, dont on ne connaît pas encore l'issue, dont on ne connaît pas encore la capacité de négociation et surtout d'obtenir des gains. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, pour peut-être qu'on se sépare, qu'on fasse cet encadré, dans le chat, il y a pas mal de questions sur le Cornu qui aurait ou qui a tenu des déclarations homophobes publiques. Oui, il a voté contre, il était contre le mariage pour tous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est Marine Tondelier. Il dit qu'il est aussi énervé par le communautarisme gay que l'homophobie. Mais exaspère. Alors voilà, il est dans les deux. Il est rattrapé par ses anciennes déclarations. Entre deux, il a dit qu'il en était revenu. Il dit avoir cheminé, notamment sur la GPA, la PMA. Mais à l'époque, il a tenu ses propos. Bon, c'est peut-être bien aussi de mettre l'homme politique face à ce qu'il a dit. Complètement. Alors, c'était intéressant, oui. Il déclarait qu'il était contre Est-ce que ça fait de lui un homophobe ? Je ne sais pas. Il était contre le communautarisme. Enfin, il disait être énervé contre... Le communautarisme gay m'exaspère. Oui, exactement. Mais il disait autant que l'homophobie exacerbée. Donc, en fait, il se mettait pas dans un camp. Il disait, voilà... Autant que l'homophobie. Voilà. Et il y en a plein. C'est quelqu'un qui vient... c'est quelqu'un qui vient de l'UMP. Filloniste, donc il était un peu dans cette tranche-là conservatrice sur le plan sociétal. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien en France parce qu'on est très progressiste sur le plan sociétal. Il y en a un qui est malin, c'est encore Retailleau, parce que lui, il est hyper conservateur sur ces aspects-là. L'avortement, tout ça, mais à chaque fois il dit moi personnellement je suis pas très pour, mais je vois bien que la société avance et je pense que le Cornu arrivera à trouver cette mécanique là au niveau de la rhétorique pour expliquer, mais en effet c'est quelqu'un qui s'est positionné contre le mariage pour tous. Et 39 ans quand même. Enfin, je veux dire, c'est aussi une question de génération. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Gérald Darmanin, qui a commencé sa carrière politique aussi avec le député, dont le nom m'échappe, dans le Nord, qui avait des positions aussi très... Maire de Lambersart, il me semble. Oui, qui a eu des... Je me demande s'il avait... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas s'il n'a pas été condamné d'ailleurs, mais... Bon, sous réserve, en tout cas, qui avait des positions extrêmement conservatrices. C'est Marc-Philippe Daubresse, pardon. Exactement. Et voilà, mais Marc-Philippe Daubresse qui avait eu des déclarations en tout cas très homophobes pour le coup, je pense qu'on peut le qualifier. Mais justement, alors si on parle de Darmanin, ce qui est intéressant, c'est que Darmanin, lui, il devient le social défendeur. Voilà, on se demande s'il va pas adhérer au PS bientôt, quoi. Il y a une espèce de transformation là-dessus, parce qu'on sent bien qu'il y a cette idée de on va pas pactiser avec le RN, donc il faut plutôt parler social et parler plutôt à la gauche, et donc tous deviennent un petit peu social friendly, quoi. Pardon, c'était Christian Van Est, ça n'était pas Marc-Philippe Daubresse qui, lui, a eu des problèmes pour d'autres raisons. On ne va pas parler de tous les problèmes de tous les députés. Christian Van Est, exactement. C'était Christian Van Est, voilà. Et alors, est-ce que... Avec le dérapage homophobe, qui a provoqué un tollé la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, c'est un article des nouvelles dernière nouvelle d'Alsace du 22 février 2012, pardon, avec des propos niant la déportation d'homosexuels français durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a manqué à la méthode Bayrou que le Cornu pourrait essayer ? Vous avez 2 heures, mesdames.
Non, en fait, la méthode Bayrou, le problème, c'est que il n'y avait pas vraiment de méthode Bayrou d'ailleurs. On a vu la méthode Barnier pendant. Oui, on entrevoit éventuellement la méthode Lecornu. La méthode Bayrou, on ne l'a pas trop vue. En fait, tout ce qui avait été vanté comme la méthode Bayrou a fait flop, ou ne s'est pas réalisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé justement en contraignant Emmanuel Macron à le nommer, en lui disant, en gros, en lui mettant ce marché entre les mains, en disant voilà, il n'y a que moi qui suis capable de sortir de cette posture-là. Et ensuite, je dirais toute la suite, tout l'enchaînement des événements a été assez incompréhensible quand on se rappelle des débuts de François Bayrou. Ces débuts, c'est des contretemps permanents, des couacs de communication. Encore quand je dis couacs de communication, je suis gentille parce que partir en jet à Pau alors que c'est la catastrophe à Mayotte et qu'il est même repris. Il y avait un conseil de défense. Voilà, c'est un petit peu tous ces enchaînements qui sont un petit peu incompréhensibles pour les Français. Ce sont aussi des déclarations sur Betaram. L'affaire Betaram, quand même, où ça commence par un mensonge devant la représentation nationale. Je ne suis au courant d'aucune violence d'aucune sorte. Enfin voilà, on a et encore une fois, on le vendait comme l'homme du consensus, comme l'homme de la négociation, qui en fait n'a pas mis vraiment de marché. Il a enfumé les socialistes, alors qu'ils se sont laissés enfumer. Ils avaient quand même un intérêt dans l'affaire. Je pense pas qu'ils s'étaient dit non plus que François Bayrou allait respecter totalement sa parole, mais enfin c'était difficile de moins la respecter. On a le conclave sur les retraites qui est vendu un peu comme un tour de magie. Hop là, c'est vraiment le bonneto. Il est où le conclave ? Il est où le conclave ? Il est où les 62 ans ? Bon il y a plus rien. Messieurs, mesdames, voilà, il n'y avait pas de totem ni tabou. En fait, s'il y en avait un, c'était que déjà, on ne reviendrait pas sur l'âge de départ à la retraite. Bon, c'est vraiment quand même des négociations. Et ensuite, même dans l'été, moi, je me souviens au début de l'été, le 15 juillet, quand il y a l'annonce du plan Bayrou de ces 44 milliards. Alors, je pense que François Bayrou s'est dit, je vais faire un coup, je vais mettre la barre très, très haut, je vais faire ce sursaut, je vais parler de la dette et tout le monde va dire, ah bah oui, il a raison, c'est la voie de la vérité. Sauf que bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il aurait pu d'ailleurs voir que son modèle, Pierre Mendès France, lorsqu'il a dit la même chose au général de Gaulle en 1945, le général de Gaulle lui a dit merci, bonsoir, on va faire autrement en fait et ça va être le plan de relance de la France. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Et les partenaires sociaux, ces corps intermédiaires il avait dit, voilà, moi, je vais vous parler. Emmanuel Macron vous a méprisé. Moi, les corps intermédiaires, les syndicats, je vais vous parler. Il n'aura pas du tout parlé. Il les a braqués. Avec aussi l'ouverture du chantier de l'assurance chômage, dont honnêtement, on se demandait un petit peu cet été qu'allait-il faire à nouveau dans cette galère ? L'assurance chômage avait déjà été réformée 3 fois. À chaque fois, c'était compliqué. Là, c'était la réouverture de ce chantier pour l'automne, en plus du plan de 44 milliards, c'était un petit peu fou quand même quand on voit tout ça mis bout à bout. Comment voulait-il y arriver ? Donc c'est vrai que la méthode Bayrou, ça a été un petit peu je dirais le pari du sursaut et un peu de l'homme providentiel, sauf que venant de quelqu'un qui est arrivé avec un record d'impopularité quasiment à ce poste, c'était un petit peu impossible. Cela dit, c'est encore pire pour le Cornu. Pour le Cornu, c'est la situation politique. Non, moi je m'amusais à essayer de voir en creux la définition un peu de ce qu'a fait François Bayrou par rapport à ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Non, parce que Sébastien Lecornu a dit il va falloir être plus sérieux, plus technique, plus créatif. Et je me suis demandé s'il s'adressait à son prédécesseur parce qu'il le regardait droit dans les yeux quand il a dit ça. Et pourtant, c'était une courte intervention. Mais oui, je pense que pas tellement de surprise. La dette, c'est quand même son sujet depuis toujours. Il a fait sa campagne 2007 là-dessus. C'est quelque chose, ça, on peut lui reconnaître. Il a été lanceur d'alerte là-dessus. Par contre, il a été très mauvais opérationnel sur ça. C'est vrai, mais ça correspond aussi, en tout cas, moi, à l'image que j'avais du personnage, repousser les problèmes urticants à plus tard, comme les retraites avec ce conclave qui n'avait ni queue ni tête et dont on savait que ça n'allait pas aboutir. Repousser à chaque fois, essayer de faire des conventions, des trucs pour réfléchir et puis reposer le problème. On savait bien qu'à un moment, ces problèmes, ils seraient là. Il y a eu beaucoup d'immobilisme aussi. Il y a eu beaucoup de mépris, je pense, dans la façon, le comportement. C'est vrai que ça a commencé avec Pau. Ok, c'est important le national, mais je vais voir ma ville, qui est, paraît-il, mal gérée d'ailleurs au niveau de la dette, au niveau du budget. Il y a beaucoup de mépris et c'est vrai que ça tombe à un moment où déjà les citoyens et citoyennes sont un peu à cran parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, pas entendus, ni au niveau des votes qu'ils font, ni au niveau des politiques. Et ils ont l'impression que les politiques s'arrangent entre eux. Et je trouve que François Bayrou,
voilà, il projette un peu cette image du politique depuis toujours, qui est installé, qui s'en fiche, il a pas ses notes, c'est pas très grave, il rigole, ses ministres lui soufflent les mots, des ministres qui avaient l'air parfois excédés par ça. Affligés, il fait des réunions où il distribue des yaourts à ses ministres, enfin, c'est un peu l'ancien temps. Et malheureusement, je suis désolée, c'est pas du tout... C'est pas de l'agisme que de dire ça. Non, c'est pas de l'agisme, c'est que juste, il y a un moment, et puis il y a une séquence, quoi. Il y a une époque où, voilà, il y a un peu... la France, elle a quand même des atouts, elle a des forces, mais il y a une situation qui est quand même très tendue, et c'est pas le comportement qu'on attendait, ça. Et ça, c'est vrai que pour le coup, pour essayer de se rattraper, Le Cornu, il donne pas cette impression, parce que, comme je disais, il est pas du tout paillette, il a pas l'air d'être immobile, il a l'air de bonne volonté. Je pense pas que ça ira très loin, mais en tout cas, il a l'air de bonne volonté. Pour terminer la page sur François Bayrou, Michael Cull, CNN nous dit, est-ce que Bayrou prépare 2027 ? Est-ce que François Bayrou prépare 2027 ? Il me semble que non. Enfin, son entourage a dit que non. Non, mais par contre, la façon dont il s'est auto-sacrifié là, pour la dette en précipitant la crise avec le vote de confiance, c'était à se poser la question de se dire, il fait son podcast pour dire « j'ai prévenu les citoyens », il fait ce vote de confiance pour dire « j'ai prévenu les parlementaires, c'est les partis politiques qui ne sont pas responsables, je sors la tête haute ». Et je prépare 2027. Sauf que tout ce circuit, y compris toute la séquence médiatique qui était assez lamentable à la fin, parce qu'on l'a vu énervé, là, la tête, elle n'est pas très haute. Il ne sortait pas la tête haute. Boris Vallaud, le patron des députés PS, disait au moment du vote de confiance, quand il s'exprimait à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'en fait, François Bayrou se dérobait d'un acte, qu'il vendait un acte de courage, alors que le Boris Vallaud, il voyait plutôt une déresponsabilisation, une fuite, une lâcheté, finalement. Oui, mais il y a un côté... on ne peut pas s'empêcher de penser, je pense, par rapport à la sortie de François Bayrou. Après, est-ce que c'est une théorie son entourage dit qu'il ne pense pas. D'autres personnes ont pu dire qu'à certains moments, il pensait quand même. Oui, je pense. Mais disons que quand on soigne comme ça sa sortie... c'est peut-être qu'on prévoit de revenir en scène, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. De l'idée, alors, marquer l'histoire, etc. Enfin, on voit quand même il y a une question d'ego dans cette idée de la postérité. Et d'ailleurs, le discours de François Bayrou devant l'Assemblée, lorsqu'il conclut, à la fin, j'ai retrouvé la citation, « Ce que dit le moment que nous vivons, c'est qu'il y a un chemin et un seul pour la France, celui de la vérité partagée et du courage. » Ça, c'est sa dernière phrase. Moi, je trouve quand même que ça ressemble pas à quelque chose. Au revoir, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, je vais prendre ma retraite à Pau. C'est pas un adieu. C'est pas un adieu. Donc, on peut penser effectivement, et on peut penser, alors je sais pas si je dirais pas lâcheté forcément, mais en tout cas que François Bayrou s'est dit. À un moment, je vais aussi jouer une carte personnelle. C'est quelqu'un qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, qui, comme beaucoup d'hommes politiques en France, et on ne peut pas le blâmer sur ce point-là, juge qu'effectivement, c'est l'élection reine et c'est celle qui décide tout, et tous y pensent. C'est-à-dire que des destins quand Aurore Berger y pense. Donc, pourquoi François Bayrou n'y penserait pas ? Enfin, je ne sais pas lui faire injure que de dire ça. Donc, effectivement, revenir pour porter ce discours-là dans la situation budgétaire dans laquelle la France sera en 2027, moi, je trouve que je ne pense pas du tout que ce soit une théorie zinzin de journaliste. Voilà. Bon, après, quand on parle de cran et de courage, faut quand même avouer que, je ne sais pas quand est-ce qu'on le verra venir, cet homme ou cette femme qui décidera vraiment de s'attaquer à la dette d'une manière musclée, de travailler, parce qu'il y a beaucoup à faire en fait pour s'occuper de ce sujet. Donc lui, il a posé le sujet. Comme si les gens n'étaient pas au courant. Moi, je suis pas bien sûre, quand même. Les Français sont responsables et intelligents. Mais voilà, il s'est pas retroussé les manches. Chichong, dans le chat, tu as quelques certitudes. Chichong qui dit quoi ? Qui dit Bayrou rêve de l'Élysée depuis toujours. Je mets ma main à couper qui va se présenter en 2027. Rendez-vous Chichong en 2027. On verra si tu avais raison. C'est moins facile de l'imposer que comme il a fait dans le bureau avec Emmanuel Macron pour le poste de Premier ministre. Astia Lavista lui dit si le Cornu ne sait de rien sur l'économique, sur quels autres sujets... Oh, le chat a bougé. Non. Pardon. Excusez-moi. Sur quels autres... Non, zut. Pardon. Attends, pardon, Astia Lavista, je vais bloquer ton... Mes yeux, sinon, ne suivent pas. Si le Cornu ne sait de rien sur l'économique, sur quels autres sujets peut-il lâcher des billes à l'opposition ? Est-ce qu'il a encore le temps et la latitude pour développer une politique globale avec une vision, ou ce sera un gouvernement technique qui ne dit pas son nom ? Probablement un gouvernement technique qui ne dit pas son nom.
C'est surtout un gouvernement, un Premier ministre qui risque de ne pas arriver à ne pas être censuré, quoi. Je fais une grande litote là-dessus, mais c'est un peu ça, quoi. C'est compliqué sur d'autres sujets. Quand je pense à d'autres sujets, mais c'est toujours l'économique, je pense à l'AME, l'aide médicale d'État, par exemple. Ça aurait pu plaire au RN et ça a été un moment lancé par Bayrou. Mais c'est pareil, on revient à l'économique et ça demande aussi une décision. En fait, personne ne s'en sortira sans prendre un peu une décision qui n'est pas le fil qu'on suit depuis 2017. Et ça, je ne sais pas si le gouvernement, si au-dessus, Emmanuel Macron est prêt à ça. Moi, je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir avec d'autres choses que le programme économique, parce que c'est précisément le budget que les députés doivent adopter. Et le budget, c'est, je dirais, l'acte le plus politique, en fait, qui soit d'un gouvernement, parce qu'on a bien vu, en tout cas là, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant. On verra comment on sortira de cette séquence à la fin, je veux dire, même en 2027, en fait, ou dans la campagne pour 2027, lorsqu'elle aura, je dirais, formellement commencé. C'est qu'il y a eu une tendance sous Emmanuel Macron, mais qui est totalement alignée en fait avec le néolibéralisme, qui consiste à sortir l'économie du champ politique et de dire de toute façon, il y a ces décisions économiques qui sont prises, et puis de l'autre côté, on peut décider de politique, et en fait, c'est quelque chose qui devient très sociétal, où on va discuter d'orientation ou discuter de la loi immigration, etc., avec des marqueurs politiques comme ça, mais l'économie, c'est un petit peu quelque chose d'immuable qui existerait par ailleurs, quoi qu'on fasse, et qui ne saurait pas être touché justement par les décisions de la représentation nationale. Et on l'entend d'ailleurs un petit peu ici, même lorsque François Bayrou présente le constat de la dette, on met ce constat comme une vérité absolue et immuable, alors que ce constat, il est politique. La façon dont on décide que la dette s'est créée ou même qu'elle est payée et qu'elle se solde ou non, c'est de la politique. Donc peut-être que justement le débat qu'on a actuellement a participé quand même à faire revenir ces orientations économiques et ces choix dans le champ politique, dans le fait de quelles sont nos priorités, qui veut-on, qui doit payer. Est-ce que c'est tout le monde sans distinction? Est-ce que ce sont plus certaines catégories que d'autres? Et d'ailleurs, on le voit bien dans la façon dont les Français l'ont compris, avec le ras-le-bol qu'il y a eu de certains qui disent voilà, c'est toujours nous qui sommes ceux qui payent, alors qu'on ne va pas demander d'efforts aux plus riches. On a commencé à avoir des débats sur justement la régressivité de l'impôt pour certaines, pour les catégories les plus riches, ces fameux 1800 foyers que certains justement veulent assujettir à l'impôt Zuckman, à la taxe sur le patrimoine. Donc je trouve que pour cela, la période est très intéressante parce que justement elle a mis ces questions budgétaires au cœur de la politique, et c'est là-dessus que les partis doivent négocier. Je vous coupe un instant, j'informe nos amis qui sont derrière la vitre que la caméra qui est sur le rail fait un bruit pas possible et fait l'espèce de bruit un peu obscène, un peu bizarre, que peut-être on pourrait s'en passer. Merci monsieur, ou peut-être on pourrait mettre un peu de graisse sur ce rail. Elle a sa vie propre. Elle a sa vie propre, et je la salue. Et merci. Je mettrais juste un bémol sur la dette et politique. C'est quand même, il y a un consensus économique factuel sur le fait qu'en France, ce qui pêche, c'est qu'on n'a pas une activité assez importante. Oui. On fabrique pas assez de croissance, et donc on est obligé tout le temps de pomper dans la dette pour subvenir à ça. Mais par contre, là où tu as raison, c'est qu'il y a plein de façons de le prendre, et d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus qui pourrait aussi faire. Je crois que c'est Olivier Faure qui en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est de considérer certaines dépenses comme des investissements. C'est ce qu'on fait par exemple pour la défense, puisque on considère que les armées, on a besoin de ça, on a besoin d'investir parce qu'il y a la guerre, ça fait consensus, et donc on a augmenté le budget de la défense, mais on ne le comprend pas, on ne le met pas dans la dette, on le sort. Et on pourrait très bien imaginer qu'il y ait certains investissements, alors je sais que ce n'est pas du tout tendance, mais sur la transition écologique, par exemple, on peut imaginer qu'on fait des investissements qui ne feraient pas partie de la dette, c'est des investissements, parce qu'il y a un retour sur investissement dans quelques années, des choix énergétiques, des choix qui pourraient nous permettre de gagner. Mais ça, c'est en effet politique, c'est une façon de voir la dette. Donc ça, sur ce type de mécanisme, il peut obtenir quand même des accords s'il sollicitait ça, mais ça devient un peu technique. Je suis d'accord. Et juste, ce que ça permet aussi de faire, c'est que on travaille la matière de la dette, de l'économie, mais si on parle d'investissement, on peut plus parler d'ambition plutôt que de contrainte. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, et je trouve ce qui a pêché aussi dans toute la période François Bayrou, c'est qu'il nous a plombé. Alors évidemment, cette dette, on ne la fait pas disparaître, et c'est un sujet sérieux, mais quand on plombe
une population, c'est pas possible d'embarquer des gens que sur des contraintes, des choses négatives. Il manque un projet, il manque quelque chose d'un peu ambitieux, quoi. Oui, et positif. D'autant qu'on a eu aussi cette idée que la dépense publique c'était vraiment l'État obèse, etc. Et trop souvent, je pense que la dépense publique se confondait avec le service public. Or, c'est pas la même chose. Le service public, justement, les dépenses pour le service public, elles sont plutôt stables, même en baisse dans certains services publics. Et les Français le constatent bien, parce qu'il y a une dégradation du fonctionnement de ces services publics, ou en tout cas... parfois, je dirais, une vraie dégradation et aussi un sentiment de dégradation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où on a l'impression que avant tout fonctionnait mieux et qu'aujourd'hui, on n'est que face à une dégradation de ce service, d'ailleurs de toutes les antennes de proximité ou alors de proximité qui fonctionnent mal. Je pense notamment d'ailleurs aux ARS pendant la crise du Covid qui se sont révélées quand même assez inutiles ou en tout cas qui n'ont pas joué pleinement leur rôle. Donc, il y a un peu ce sentiment de déconnexion quand même de Français qui, jusqu'à présent, étaient assez fiers des services publics, c'est-à-dire que les gens disent voilà, quand même en France, notre modèle social, c'est quand même quelque chose qu'on a par rapport aux autres, mais aujourd'hui, ils font beaucoup le constat de l'échec. Et en même temps, on leur présente beaucoup à droite, c'est un discours de dire regardez la facture, regardez ce que vous payez, alors qu'en face, il n'y a pas le service. Donc trop souvent, les deux se confondent et c'est vrai qu'il y a quand même ce gros débat qu'on ne pourra pas manquer d'avoir et qui, je pense, sera peut-être au cœur de la campagne présidentielle prochaine. En tout cas, il faudra l'avoir sur la question de la prévoyance du paiement des retraites et du financement de notre système de santé. Parce qu'effectivement, vu l'arbre démographique français, on voit bien qu'on a une population qui va coûter de plus en plus cher, vieillissante, et qui va être de plus en plus malade. Donc ce sujet-là, je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. C'est aujourd'hui ce qui pèse le plus lourd, justement, dans les charges de fonctionnement de l'État. Donc c'est aussi des sujets, mais qui sont impossibles à régler sans majorité. Ce sont des dossiers qui sont impossibles à présenter devant une assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'on est cannibalisé par ce débat autour du budget qui prend une importance folle et qui s'étale finalement sur toute l'année. Et c'est vrai, quand je t'entends dire tous les sujets, je pense à la démographie par exemple, on ne s'occupe pas du tout, on fait beaucoup moins de bébés qu'avant. Et c'est un signal, c'est un mauvais signal. Ça veut dire que les gens ont moins confiance, ils ont peur, ils n'ont pas envie de mettre au monde des enfants dont ils ne savent pas comment ils vont pouvoir les élever, leur niveau de vie et tout ça. Et ça se travaille. C'est des choses qui se travaillent. Les salaires aussi. Si on rémunère mieux les gens, ça se passe mieux. Il y a plus de consommation et la boucle est bouclée. Et aussi l'égalité homme-femme dans les salaires. Ça aussi, ça peut créer... Donc en fait, il y a plein de sujets comme ça qui sont là, mais qu'on ne traite pas parce que le budget a pris une telle importance que tout ce qui se passe, c'est comment les partis vont négocier le non-censure et l'accord et le compromis. Franchement, on y est depuis septembre dernier, on est dans le budget et septembre-là, on est la tête à nouveau dans le budget. Donc, on ne voit pas les sujets, on s'occupe pas de la France, en fait, on ne s'occupe pas des Français. Moi, je pense que les Français et les Françaises, c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, la plupart du temps dans la rue, mais ils n'ont pas tort, c'est vrai, on s'occupe très peu. Alors, je sais pas, je veux dire, l'État est là, les administrations continuent, les ministres, même démissionnaires, font leur boulot, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y a pas une prise en compte sérieuse de tous ces sujets de fond. De leurs besoins concrets. Et ça risque d'être vraiment problématique au fur et à mesure, il faut qu'on avance, quoi. C'est quoi le calendrier là pour Sébastien Lecornu ? Sébastien Lecornu, l'idée c'est d'abord d'essayer d'obtenir des accords, donc j'imagine négocier aussi des deals sur les postes au gouvernement avant de nommer ses ministres. Donc on pense que dans les semaines là, il va plutôt être en négociation, plutôt bouche cousue. Et essayer de voir. Bon, là, pour l'instant, c'est le socle commun, donc c'est pas des grosses négociations. Et je pense pas que ce socle est voué à s'élargir. Je vois absolument aucune personnalité qui soit actuellement au PS, je dirais dans les forces vives. Je parle pas des anciens ou éventuellement de personnes qui auraient encore leur carte, mais on aurait l'impression qu'ils on parle plus. Des Pierre Moscovici ou des profils un peu comme Pierre ça. Pierre Moscovici, je suis pas sûre qu'il n'ait pas toujours sa carte, tu vois, par exemple. Donc c'est pour ça que Mais effectivement, s'il rentrait au gouvernement, ce ne serait pas le PS, même si ce serait compliqué. Du coup, le PS, pour le censurer, ce serait peut-être moins commode. En tout cas, je sais qu'il redoutait quand même que ce soit lui Premier ministre. Enfin, ça les met toujours dans une situation un petit peu en porte-à-faux. De quelqu'un qui est encore encarté chez eux, qui serait... Mais bon, là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que... Je vois pas ce socle commun s'élargir. Je pense d'ailleurs que LR fait monter les enchères.
veut se vendre plus cher que ce qu'il a été, parce que face aussi à cette assemblée-là, finalement, ils jouent aussi leurs cartes et ils n'ont pas envie de se laisser doubler justement par le PS. L'option PS n'ayant pas été retenue, eux reviennent avec les cartes en main. On assiste aussi et eux aussi vont faire monter les enchères. Donc ça éloigne d'autant plus. Avec un prix affiché peut-être plus élevé aussi, parce qu'ils ne sont pas... Exactement. Alors après, ils ont tous envie de rester, tous les ministres LR, mais en même temps, c'est un jeu dangereux pour les Républicains. Moi, je pense que... et d'ailleurs, on le voit très bien dans la quinzaine de députés LR qui ont voté contre la confiance. Certains députés LR qui se sont un petit peu rapprochés du RN en disant s'il y avait une dissolution, nous on repartirait peut-être sous l'étiquette RN. La situation a complètement changé par rapport à l'été dernier quand Éric Ciotti a passé, je dirais, le Rubicon. Aujourd'hui, il y a certains députés dans leur circo, ils savent que s'ils y retournent sous l'étiquette LR, s'il y a une dissolution dans 3 mois, ce sera très dur pour eux. Et puis il y a l'ancien grand chef qui a aussi un peu coupé, Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui a été assez cruel d'ailleurs envers les chefs actuels des Républicains, en disant qu'il n'y avait pas de leader. Sur Bruno Retailleau a accusé le coup. D'ailleurs, il le tacle aussi sur ses positionnements sociétaux, en disant qu'il n'est pas du tout en phase avec la société contemporaine. Et c'est vrai que pour les LR, d'être trop longtemps dans cette alliance, ça peut quand même leur faire du mal si des décisions, je dirais, douloureuses pour les Français sont prises. C'est ce qu'ils ne veulent pas, être solubles dans le macronisme. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas macroniste », il faut aussi le prouver. Et c'est vrai que ça peut devenir aussi compliqué. Dans le chat, il y a Hugo Perchoir qui nous envoie plein de nouveaux copains. Bienvenue à toutes et tous dans le premier stream de la rentrée du Talk de France Info. On est ensemble donc jusqu'à 19h. Là, on termine la thématique Sébastien Lecornu et tout à l'heure, on parlera du mouvement Bloc en tout. Bienvenue à toutes et tous, à ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne sont jamais venus. Et puis, merci de revenir à ceux qui étaient déjà venus. On parlait du RN. Sébastien Lecornu n'a pas de problème pour aller dîner avec le RN. Cependant, le RN a d'ores et déjà dit qu'il prendrait peut-être un peu ses distances assez rapidement s'il n'écoutait pas la mesure, si je puis dire. Le RN, il se positionne très différemment depuis peu, en fait. Je pense qu'il y a eu un changement avec l'été parce que Marine Le Pen était... avec François Bayrou, ça allait, ils se respectaient. François Bayrou l'avait aidé quand elle n'avait pas le nombre de voix. Ils étaient dans les mêmes procès un petit peu d'emploi fictif. Donc il y avait une espèce de... on se regarde comme animaux politiques, mais on se respecte, on se considère. Ça a changé à l'été parce que il y avait cette histoire de lettres qu'elle a transmise et qu'il n'a pas du tout considéré. En plus, en 10 ans après qu'ils étaient en vacances, que seul lui était au travail, ce qui est très malin quand on veut commencer à négocier ou prendre en compte les responsables politiques. Et puis, je pense que ça s'est renforcé parce que aussi la base veut en découdre et ils veulent de plus voir le RN en situation de gouverner ou en tout cas de se rapprocher. Et c'est vrai que quand on l'a vu, ils avaient monté un petit bureau exécutif pour dire on est en train de passer en revue tous les candidats éventuels s'il y avait une dissolution. Ensuite, il y a eu le discours de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, très offensif, très dur, que moi j'avais pas vu personnellement depuis longtemps comme ça parce qu'ils étaient beaucoup en discrétion, en retrait. Ils prenaient les points, mais de loin, quoi. Alors que là, on sent que il y a cette volonté et que probablement, et c'est ce que tu disais, ils veulent censurer dès qu'il y a un petit couac ou quoi. Et on sent bien que pour l'instant, dans un petit peu la feuille de route, même si elle n'est pas encore très bien connue que Sébastien Lecornu a, c'est sans le RN. Donc on sent que là, ils sont un peu hors jeu sur la négociation, mais par contre, ils sont de plus en plus offensifs et je pense que ça va être le cas dans les mois qui viennent. Moi, on entendait beaucoup dire que Lecornu était proche du RN, etc., que c'était un interlocuteur. Je pense qu'on fantasme un petit peu quand même cette relation. Il a des dîners, quand même. Il a fait des dîners, mais il y en a d'autres qui en ont fait. Je pense pas qu'il y ait... et surtout, effectivement, il y a eu pour Marine Le Pen, d'ailleurs c'est intéressant, tu parlais du discours à Hénin-Beaumont, ce discours-là, Marine Le Pen théorise quelque chose d'assez nouveau, qui est un petit peu le chaos responsable. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu au milieu du gué parce qu'elle a besoin de satisfaire son socle électoral qui effectivement était le plus enclin
à la censure. Je crois qu'à l'époque, dans les sondages, à ce moment-là, pendant l'été, c'était le maximum. 86% des électeurs du RN souhaitaient la censure du gouvernement Bayrou. Alors ça, c'était avant qu'il s'auto-suicide. Enfin, s'auto-suicide, un pléonasme, qui se suicide. Et du coup, plus que la France Insoumise, qui était juste en dessous à 83 ou 84, je crois, de mémoire. Donc c'est vrai que c'est vraiment un électorat anti-système. Et en même temps, il y a... je dirais des gens qui s'expriment peut-être moins dans ces sondages, qui sont son nouvel électorat, celui qui lui est nécessaire pour passer ce fameux plafond de verre des élections, ce sont les retraités, les CSP+, les chefs d'entreprise, etc., qui ne veulent pas de cette instabilité qui est pire que tout pour eux. Et donc ce risque, voilà. Et donc elle tenté dans son discours, elle a dit des choses qui, par moments, étaient parfaitement contradictoires, quasiment dans la même phrase, pour rassurer les uns et dire « je vous ai compris » aux autres. Enfin, c'était vraiment ça. Elle fait du « en même temps ». C'est le « en même temps » mariniste, maintenant. Voilà, c'est le RN va vraiment marcher. Moi, je pense qu'on va voir ce discours vraiment prospérer, qui va être à la fois le fait de rassurer, enfin de dire que non, qu'une dissolution, c'est pas le chaos, qu'une dissolution... Bon, ceci étant, moi, je ne pense pas qu'effectivement une dissolution plongerait davantage le pays dans des affres qu'il n'avait pas connues, ni même d'ailleurs une démission d'Emmanuel Macron, à condition qu'il y ait une vraie campagne électorale. Je pense que ça, c'est très important. Les Français n'ont pas eu une vraie campagne électorale en 2022. Elle a été totalement mangée 2024, par... les législatives, ça n'en était pas, mais bon, ça girait de fait à cause de la procédure de dissolution. Mais c'est vrai que 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron est arrivé avec cette réforme des retraites, a considéré que en fait, sa victoire avec le Front républicain, grâce au Front républicain, eh bien, valait blanc-seing pour tout son programme, alors qu'il avait dit, lorsqu'il avait été élu, ce vote m'oblige. On se demande, on cherche encore à voir en quoi ce vote l'avait obligé. Ça ne l'a obligé à rien du tout. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, à redéfinir le fameux arc républicain qui exclut la France insoumise, qui pourtant n'ont pas été les derniers. Quand on regarde les reports de vote, ce sont les électeurs du nouveau Front populaire et de la France insoumise qui se reportent le plus pour un autre candidat lorsqu'il s'agit de faire le Front républicain. Donc c'est vrai que tout ça a été complètement contradictoire. Et je pense que tous les sujets dont on débat aujourd'hui, encore une fois, sur le budget, etc., sont des sujets majeurs d'orientation politique où il faut qu'il y ait des programmes contre programmes, qu'il y ait des affrontements, des débats républicains et démocratiques. Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu dans un temps record. C'est-à-dire que parfois il prenait plusieurs jours, plusieurs semaines pour nommer son Premier ministre. Pourquoi il s'est précipité à ce point-là ? Non, mais déjà, c'est comme il voulait le nommer. Il s'en est trouvé beaucoup pour dire que c'était parce qu'il y avait le mouvement du 10 septembre qui arrivait et que c'était pour un peu éteindre cette communication-là. Déjà, il voulait le nommer avant que Bayrou s'impose. Donc, il y avait un peu un côté, on revit l'instant et cette fois-ci, on y passe. Et puis, moi, je pense que c'est comme une obsession, un côté jusqu'au boutiste. Il veut faire la même chose et je pense qu'on va y avoir droit jusqu'en 2027, à moins que ça s'arrête plus tôt que prévu parce que grosse difficulté, ce qui est encore possible, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la tête d'Emmanuel Macron et on ne sait pas comment il réagira si il y a à nouveau des censures des premiers ministres qui se démultiplient. Mais je pense qu'il y a cette idée, j'ai la bonne solution, les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de créer, ça va fonctionner et donc on continue la même chose avec cet axe, de ce socle commun qui devrait grandir mais au fur et à mesure il diminue. C'est assez étonnant de voir qu'il a tout le côté factuel, mais il veut continuer la même politique. Je pense que pour la rapidité de la nomination, c'est parce que ça n'intervient pas dans le même contexte que les deux précédentes. C'est-à-dire que, premier, c'est lorsque Michel Barnier est nommé, ça prend énormément de temps, parce qu'Emmanuel Macron cherche à ne pas nommer quelqu'un de gauche. Et donc, il faut bâtir ce socle commun qui ne sort de nulle part. Enfin, il veut toujours pas nommer quelqu'un de gauche maintenant non plus. Oui, non, mais c'est ça. Mais sauf que, en fait, voilà, la solution qui était la plus logique, en tout cas, selon moi, à l'époque, c'était de nommer quelqu'un du nouveau Front populaire. Cette personne aurait probablement serait tombée par une motion de censure à l'Assemblée nationale parce qu'elle était peut-être en incapacité de réunir cette fameuse majorité, en tout cas, éviter de réunir 289 personnes contre elle. Mais enfin, ça aurait été le premier gouvernement qui aurait correspondu à ce qui s'était passé aussi dans les urnes. Ensuite, donc, il y a Michel Barnier qui arrive, qui est le résultat de ce bricolage, qui n'est pas un accord électoral, qui n'est pas un accord programmatique. Et ensuite, il tombe.
parce que le Rassemblement national décide aussi justement à ce moment-là d'écouter aussi sa base, est pris par l'affaire des assistants parlementaires, donc accélère un petit peu le tempo et fait tomber Michel Barnier. Et donc là, il y a cette solution. Le Cornus est dans les tuyaux. Mais François Bayrou arrive un petit peu disruptif et donc Emmanuel Macron prend le temps un petit peu plus de la réflexion. La mise en place du gouvernement de François Bayrou prend du temps parce que François Bayrou essaye de convaincre des poids lourds pour essayer d'avoir justement des personnalités qui vont protéger un petit peu ce gouvernement plutôt que des accords programmatiques. Ce qui est d'ailleurs de toute façon qui était impossible à faire. Et donc là, pourquoi ça arrive vite ? Parce que en fait, Emmanuel Macron, il sait que c'est un petit peu le gouvernement de la dernière chance. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une vacance du pouvoir ou que le roi est nu pour rester. C'est un peu ce lieu commun. Il y a aussi la notation des agences de la France à la fin de la semaine. La Fitch va peut-être dégrader la note de la France. C'est aussi un signal envoyé au marché, entre guillemets, de la stabilité. De dire, bon, le gouvernement est tombé, certes, mais voilà, la France n'a pas de Premier ministre. Et effectivement, il y a cette journée du 10, où Bruno Retailleau a fait le Retailleau Show, comme d'habitude, où lui fait de toute façon tous les rôles quand il s'agit de communiquer. Est-ce qu'il y avait besoin qu'il y ait le Cornus ? Sûrement, ça donne une sorte de prolongement. Enfin bon, on avait quand même un ministre démissionnaire de l'Intérieur qui faisait des discours quand même très politiques et une gestion d'ailleurs de cette journée où on a mis le paquet. Enfin, 80 000 policiers, c'est ce qui avait été lorsqu'il y a eu l'acte 3 des Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. Donc... c'était quand même énorme, c'est plus qu'au 14 juillet. Au 14 juillet, c'était cette année 65 000 policiers. Donc là, il y avait vraiment tout été mis en œuvre pour qu'il n'y ait aucun débordement. Ou en tout cas, s'il y en avait, de toute façon, il serait immédiatement imputé à ce que Bruno Retailleau appelle l'extrême gauche, c'est-à-dire les gens de la France insoumise. Pas de bol, parce que semble-t-il, le seul feu qui a eu un peu sérieux là, ça a été à cause de tirs policiers. Donc bon, après, ça fait partie des dommages collatéraux. Et de cette végétation synthétique qui a fait que le feu s'est propagé très vite sur la façade de l'immeuble. Michael Cole, CNN dit le Cornus, c'est le Poulidor de Macron. Hugo Perchoir répond Poulidor avait un vrai palmarès, lui. Puis le Cornus semble un peu moins sportif. Et le Cornus semble un petit peu moins sportif. Il est 17h59, passé de 16 secondes, mesdames. C'est l'heure quasiment de nous quitter. C'est l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite. Émilie Zapalski. Moi, je suis très curieuse de savoir si il peut s'émanciper et poser un acte un peu fort sur une orientation un peu différente. C'est cette rupture de fond dont il a parlé pendant son discours qui m'intéresse. Aurore Malval. Moi, je suis très curieuse, mais quand même très dubitative. Je pense que les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir différemment que ses prédécesseurs. Il n'est pas à l'abri d'être surpris. Puis on adore être surpris par ailleurs. Là, tu recommences tout le temps, donc de temps en temps. 17h59, passé de 51 secondes. Merci Émilie Zapalski, merci Aurore Malval d'avoir inauguré avec nous la rentrée du talk au studio Clémentine Vergniaud-Lecalo, avec encore ensemble une saison poétique, alors qui crachote et qui tout saute et qui recommence, mais toutefois à dérouler, à expliquer, à mettre en relief. Avec vous, c'est un plaisir si vous revenez. C'est toujours un plaisir de vous avoir en tout cas. Merci à toutes les deux, à très vite pour reparler d'alliances, de gouvernement, de familles recomposées, de celles qui se détestent, de celles qui font la loi. Vous restez avec nous dans le chat. Alors il y a eu une petite coupure effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on débriefera ça tout à l'heure, mais vous êtes revenus, c'est très bien. On fait une courte pause pour accueillir nos deux prochains invités. On va parler de barricades, des pas qu'on claque sur le pavé, on va parler de pneus brûlés, de grandes déceptions, de mauvaises comparaisons, d'illusions perdues et de grande colère. Rendez-vous dans 2 minutes pour faire le point sur le mouvement. Alors, bloquons tout le 10 septembre. Le 10 septembre, c'était hier. Il y avait des rêves de grand soir, il y a eu quelques déçus, mais il s'en trouve pour espérer encore. Est-ce que c'est parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose, ou c'est parce que en réalité on ne sait jamais ce qu'il se passe, on sait simplement que ce qu'on veut qu'il se passe, c'est que c'est comme ça que les choses arrivent. C'est ce que demande Marcus, interprété par Jean-Pierre Léaud, dans La naissance de l'amour. On tente de lui répondre dans 2 minutes avec une historienne et un politologue. Il est 18h pile, c'est génial. 18h01, zut. Passez 2 secondes, ne bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite. Et il est 18h06, passé de 32 secondes, c'est-à-dire 32 secondes après 18h, à partir de laquelle il est d'usage de dire bonsoir à France Info. Et nous voilà flanqués sur le châssis branlant d'un carrosse rouillé qui file bride abattue, coché devant la quai derrière, car un cas sur les routes des villes de France, ou à l'heure où peut-être déjà blanchissait la campagne hier, on commençait à y battre le pavé. C'était hier, donc jeudi 11 septembre, une date rendez-vous pour un blocage général. Un mouvement qui s'est nommé Bloquons tout le 10 septembre, avec des actions partout en France. Des actions disparates, selon le ministère de l'Intérieur, qui évoquent des tensions, en particulier dans les grandes agglomérations. Un mouvement qui semble avoir fait quelques déçus, avec dans certains reportages de France Info, la radio en tout cas, des motivés qui n'ont pas trouvé autant de compagnons de lutte que prévu sur les ronds-points.
d'autres qui ont été dissuadés par la police en arrivant sur place. Un mouvement qu'on décrit comme gazeux, c'est-à-dire sans vrai mot d'ordre, qui est né sur les réseaux sociaux et qu'on compare parfois, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, à celui des Gilets jaunes, avec tantôt des références à mai 68. Il est passé 18h. De 7 minutes et 30 secondes. Bonsoir, Danielle Tartakovsky, pardon. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Bienvenue sur le talk de France Info. Je commence bien, j'ai écorché votre nom. À vos côtés, Bruno Cotresse, qu'on connaît bien. Salut Bruno. Bonjour. Tu es politologue. C'est politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po Paris. Peut-être qu'on peut parler de premier bilan. Quelques 200 000 personnes ont été recensées dans le cadre de la mobilisation. Est-ce que c'est un échec ? Est-ce qu'il a fait long feu, ou pour filer la métaphore, est-ce qu'il a allumé quelque chose qu'on aurait peut-être réprimé un peu trop tôt, qui finira tôt ou tard par revenir? Le mouvement des Gilets jaunes avait commencé comme ça, on se rappelle. Au premier jour des Gilets jaunes, on avait compté 300 000 participants. Là, on a compté 250 000 participants, selon la CGT, qui n'avait pas trop intérêt à gonfler énormément les chiffres. C'est un échec, un pétard mouillé, ou c'est le début de quelque chose qui se lance? Je ne sais pas très bien quelle est la validité de ces chiffres, parce que lorsqu'on a affaire à des mouvements de même nature, des grèves généralisées dans la fonction publique, on peut comparer on a les chiffres de la préfecture et on a les chiffres des syndicats. Mais à source identique, on peut dire, et selon les syndicats et selon la préfecture, c'était plus ou c'était moins. Là, ce qui caractérise ce mouvement, et vous avez employé le terme, c'est le caractère extrêmement disparate des mobilisations des expressions qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs des mobilisations collectives. Donc, qu'additionnons-nous pour arriver à ce chiffre? Je crois qu'il est plus intéressant de mettre l'accent sur la dimension inédite, de par la dimension disparate affirmée comme telle, que de dénoncer un chiffre et de vouloir à tout prix le ranger dans des séries. Bruno Cotresse. Oui, effectivement, il est difficile d'évaluer simplement avec le critère du nombre quantitatif. Parce qu'il y a des effets d'écho aussi d'une journée comme ça. Il y a les gens qui ont participé, il y a différents types de participation, bien évidemment. Mais il y a aussi quel va être l'écho de cette journée sur les jours qui arrivent et dans le contexte de l'opinion. Et donc, on ne pourra vraiment bien comprendre ce qui se passe si on voulait recomparer avec les Gilets jaunes. D'abord, ça nous appelle à beaucoup de prudence dans l'interprétation, parce qu'on a quand même entendu beaucoup de commentaires au début des Gilets jaunes qui disaient un peu ce qu'on a entendu, qui est, non, finalement, c'est pas tant que ça. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui salue la mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays. Voilà, donc soyons prudents. Au moment des Gilets jaunes aussi, beaucoup ont dit que c'était trop hétérogène, que ça mélangeait des revendications de nature très différentes, et donc ça n'avait pas de sens. Et puis finalement, ça a donné lieu au mouvement de contestation politique le plus impressionnant qu'on ait eu en France, peut-être en Europe depuis très 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 longtemps. Donc là, à l'heure qu'il est, il vaut mieux pour le moment être assez prudent, voir aussi quelles conséquences dans l'opinion, comment ça va faire bouger ou pas le politique, le syndical. Voilà, c'est une fois qu'on aura ça qu'on pourra vraiment dire de quel type quel objet politique est en train de se dérouler sous nos yeux. D'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes a initié une séquence qui n'en finit plus de prendre des formes nouvelles, mais qui est une séquence de profond mécontentement, de profond désarroi, avec des revendications ou des expressions qu'on retrouve, qu'il s'agisse des Gilets jaunes, qu'il s'agisse du mouvement sur les retraites, ou qu'il s'agisse de ce quelque chose émergent qui ne dit pas son nom, qui ne donne pas son nom, qui ne cherche pas à en avoir. Bloquons tout, c'est la volonté d'user d'un autre mot, mais je crois qu'on est dans une séquence qui présente des discontinuités, mais qui présente aussi de fortes homogénéités, et qui donc, je souscris à ce que vous disiez, n'en finit plus de revenir, à moins qu'on lui apporte des réponses. Dans le chat, en tout cas, ça fait beaucoup réagir. Il y a plein de tiroirs qu'on va ouvrir là pendant une heure. Perceval, par exemple, qui nous dit « Ce n'était peut-être pas le grand soir, mais c'est clairement une belle mobilisation pour un mouvement qui est non syndical ». Bandini lui dit c'était un mouvement spontané qui n'était pas structuré, sans hiérarchie, c'était peut-être un peu le problème. Et Michael CNN qui dit aujourd'hui c'est quoi le plus important finalement, c'est d'avoir la mobilisation ou c'est d'avoir l'opinion? C'est intéressant. Et Fanfoy-Nilois, salut Fanfoy-Nilois, salut Kyle aussi qui est arrivé, qui dit contrairement aux Gilets jaunes nous étions un mercredi et non un samedi avec un appel syndical poussif qui est un terme vaguement adapté, dit-il. Bandini qui précise c'est comme les Gilets jaunes, c'est une hydre. C'est une hydre. C'est sûr que c'est un mouvement multiforme.
est un mouvement, je parle sous votre contrôle, Daniel Tartakovsky connaît ça beaucoup mieux que moi, mais ce sont des nouveaux types de mouvements sociaux, en tout cas dans les formes de mobilisation, dans la manière dont ils partent. Après, on retrouve quand même effectivement des traits communs. On a eu au cours des 10-15 années en France plusieurs types de ce mouvement. On n'en parle plus beaucoup. Il y a eu à un moment donné en Bretagne les bonnets rouges, c'était autre chose. Il y a eu Nuit debout en 2016. Il y a eu d'autres éruptions en France qui toutes ont, d'une manière très différente chacune, avec des revendications très différentes, des contextes différents, mais globalement, au bout du compte, qui racontent quand même un peu une même histoire, moi, vu de mon point de vue de sociologue du politique, qui est la très grande difficulté du système démocratique français à traiter, à absorber, à gérer les tensions, les colères, les exaspérations. On voit qu'on tourne en rond, on revient toujours à cette question au bout d'un moment en France. Mais au regard de ce que disent vos auditeurs, je voudrais quand même ajouter qu'il y a une différence entre ce mouvement, qui est sans doute l'amorce de quelque chose, et les Gilets jaunes, c'est qu'après une hésitation de quelques jours, Solidaires, qui était déjà présent avec les Gilets jaunes, mais aussi la CGT, ont appelé à faire grève là où c'était possible, c'est-à-dire en ouvrant la voie des possibles. Et donc quand on comptabilise, pour revenir à on comptabilise à la fois des entreprises en grève, et là le chiffre de la CGT en termes d'entreprise est évidemment intéressant parce que ça c'est factuel, on peut savoir, et on sait que la fonction publique effectivement était peu en grève, mais que toute une série d'entreprises en difficulté, au risque, à la veille de fermeture, se sont mobilisées. Et chacun a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire que selon moi, ce qui a caractérisé la journée d'hier, c'est justement la coexistence de toute une série de répertoires. La veille, je me trouvais à la sortie du métro Pigalle. Sur le mur, il y avait rendez-vous demain matin, rendez-vous 6h, demain porte de la Chapelle, et c'était sur le modèle des colleuses, avec les grandes lettres. Donc on avait brusquement une simultanéité de répertoires qui ne s'opposaient pas, qui ne se contestaient pas les uns les autres et qui se juxtaposaient. Et ça, c'est certainement, on verra ce que ça donne par la suite, mais c'est certainement un des éléments nouveaux de la journée du 10. Alors je parle à l'historienne, on retrouve des mouvements similaires dans l'histoire du XXe siècle ou du XIXe peut-être ? Alors, j'ai osé écrire en ajoutant que c'était vraiment très loin pour tout le monde. Que selon C'est pour ça que vous êtes là, Daniel. Alors, je plaisante. Moi, la comparaison qui m'est venue à l'esprit, c'est l'invention du 1er mai, pour reprendre la formule de Eric Hobsbawm, puisque lorsque les socialistes se réunissent en 1889 à Paris pour initier l'année suivante le congrès, la journée internationale de lutte pour l'obtention d'une législation sur les 8 heures dans tous les pays, ils se gardent bien de donner des directives d'action. C'est important, c'est tous ensemble, à part qu'ils ne le disent pas comme ça, c'est la simultanéité. Et de la simultanéité en 1890, c'est évidemment plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais ils sont bien conscients qu'on ne peut pas imaginer la même forme d'action dans la Russie tsariste, dans l'Angleterre libérale au sens politique du terme, ou dans la France de 90. Donc chacun fait... Je dirais selon son répertoire, mais selon ses possibilités, selon la conjoncture politique. Bon, la comparaison n'a strictement aucun sens, mais cette ouverture à la multiplicité des répertoires à partir des conditions propres à chacun des milieux sociaux concernés me paraît intéressante. Bruno Cotresse. Oui, et je trouve que c'est vraiment une remarque, c'est assez fondamental parce qu'on voit aujourd'hui... On pourrait étendre ça un peu, même au-delà de cette mobilisation. On voit que ça traduit la difficulté aussi des organisations partisanes traditionnelles, elles-mêmes parce qu'elles ont un mode de répertoire un peu homogène, on va dire, hein, quelles que soient les différences des partis politiques. À un moment donné, ils agissent très souvent sur les mêmes ressorts d'action politique. Et donc, on voit effectivement une caractéristique, cette multiplicité de répertoires qui traduit aussi des effets il y a des effets de génération. On avait beaucoup de jeunes quand même hier qui étaient lycéens, étudiants, mais il y a aussi des gens qui sont des militants de plus longue date, mais il y a aussi des travailleurs. Voilà, on a une coexistence de plusieurs répertoires, mais qui sont ensemble un peu unis par un même sentiment qui mélange à la fois la colère, l'indignation,
le sentiment que rien ne fonctionne, que rien ne va dans le système politique français aujourd'hui. Et c'est ce qui rend le traitement politique très difficile, cette multiplicité. On avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes, avec tous les points de différence qui viennent d'être appelés, on avait vu au moment de la crise des Gilets jaunes que le politique, à un moment donné, vous s'apporte en disant « bon, ben moi, j'ai envie de les recevoir, de savoir... » Et puis, c'est pas bien qu'il en fasse. Et du point de vue des Gilets jaunes aussi, il y avait une difficulté à afficher qui sont les porte-voix, qui sont les porte-paroles. Et là, on a exactement la même chose. Il n'y a pas de porte-parole. Le politique s'est en partie engouffré dans cette brèche pour dire, ben, nous, on sait faire. On a le savoir-faire pour vous apprendre à porter la parole, pour porter votre parole. Et je pense d'ailleurs que le politique, parfois on l'accuse, hein, par le politique, je veux dire, certaines organisations politiques, on les accuse, parfois on dit récupération, machin. J'aime pas beaucoup ça parce qu'en même temps, si les mouvements. Oui, mais si les partis politiques, les mouvements politiques ne sont pas là pour ouvrir leurs portes et tendre la main à des revendications qui partent dans la société, mais à ce moment-là, quoi, ils ne savent plus qu'à sélectionner des candidats aux élections. Donc, je trouve que le thème de la récupération partisane me semble un thème qui est trop facilement utilisé, que les organisations politiques, on leur reproche d'essayer de pas être connectés avec la société. C'est aussi un peu leur rôle quand même d'essayer d'accompagner des mouvements, mais qui en même temps, ces mouvements sont assez peu incités à aller dans le sens des organisations classiques. Daniel Tartakovsky. Oui, donc du point de vue du politique, en me situant cette fois-ci du point de vue des pouvoirs publics et du gouvernement, je crois qu'il y a une grande différence entre les Gilets jaunes et le mouvement d'hier. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas surgi comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Néanmoins, les forces de l'ordre et le gouvernement n'avaient jamais eu à traiter un mouvement de ce type. D'où une minimisation initiale, et puis les premiers ronds-points, puis c'est quand même, là tout le monde doit bien reconnaître que c'est beaucoup, et ils savent pas, ils comprennent pas, ils savent pas. Et là, puis on parlait des comparaisons, moi je trouve qu'il y a une comparaison intéressante uniquement de ce point de vue avec le tout début de mai 68. Le gouvernement ne sait pas faire. Et que ce soit en 68 ou que ce soit avec les Gilets jaunes, ils prennent 8-10 jours de retard sur l'événement. À chaque fois qu'ils croient apporter une solution, le mouvement s'est déplacé, parce qu'on a affaire à des mouvements extrêmement évolutifs. Alors évidemment, ce n'était pas le cas hier. Ce n'était pas le cas hier parce que des annonces 2 mois en amont, ce qui a pu d'ailleurs entraîner des phénomènes de désillusion qu'on a entendus là chez certains auditeurs, parce que du coup d'aucuns ont fantasmé sur ce truc. Pas le grand soir. Oui, mais il y avait, quand on en parle en amont, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc ça a pu entretenir après des désillusions, mais nous avons pu voir un dispositif de maintien de l'ordre extraordinaire, littéralement. Extraordinaire, littéralement, absolument. En amont, or, nous savons bien que pour un ministre de l'Intérieur et pour des forces de l'ordre, c'est la prévision qui est importante pour la mise en place de dispositifs. Et d'une certaine manière, ça a pas mal fonctionné, s'agissant de Paris, par exemple, où ça s'est un peu fini de façon agitée place de la République, mais d'autant plus que c'était très difficile. Que faire quand on était à Paris, quoi. Il y avait, moi j'étais au Châtelet au début, on voyait qu'est-ce qu'on fait et où peut-on aller, parce que c'était, le dispositif même au tout début place du Châtelet était très impressionnant. Moi je suis revenu place de la République, puisque vous parlez de vous, je parlais de moi, et c'était très compliqué d'accéder à la place de la République. Oui, bien sûr. C'était complètement sanctuarisé, neutralisé. Bruno Cotresse. Oui, je pense qu'il y a un effet d'apprentissage aussi du côté des forces de l'ordre de la crise des Gilets jaunes. Il y a eu quand même une modification importante on va dire, du modèle français de maintien de l'ordre public qui s'est déroulé après la crise des Gilets jaunes, quand on a eu le passage de témoins entre le préfet de police de l'époque et son successeur, qui lui a proposé une nouvelle approche, y compris dans les modalités très pratiques, très concrètes, avec laquelle les forces de l'ordre vont aller dériver dans certaines rues, ceux qui ont envie de casser, etc. Donc il y a eu, je pense qu'il y a un effet d'apprentissage, il y a double effet d'apprentissage. Alors quand on parle avec des spécialistes des questions de sécurité, il y a celui-là, et puis l'apprentissage aussi Jeux Olympiques, avec eux aussi, très différents bien sûr, mais aussi la gestion d'un flux très important de personnes, avec une mobilisation énorme des toutes différentes forces de sécurité. Mais je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. On n'est plus aussi
dans les mêmes dispositifs du côté des forces de l'ordre, en tout cas jusqu'à un certain point, j'imagine. Siscom dit les policiers créent plus de désordre qu'ils n'en empêchent. Les directives sont catastrophiques. Ils sont violents et pas assez formés. C'est ce qui vous a semblé, place du Châtelet, Daniel Tartakovsky? Il est évident que depuis... vous êtes un peu ma reporter. Les redéfinitions des politiques de maintien de l'ordre. La France a longtemps été le bon élève de l'Europe. Aujourd'hui, elle est le très mauvais élève de l'Europe en manière de dispositif de maintien de l'ordre. Et c'est évidemment un facteur qui est susceptible de générer, la compréhension et ensuite la violence. Parce que la violence, la violence ressentie, quelquefois la violence effective des dispositifs entraîne des réponses de la part en particulier des plus jeunes. Bruno? Oui, on a effectivement un sujet qui est... au fond, on parlait juste avant de la manière dont le politique arrive à anticiper ou pas. Parce qu'effectivement, une politique de maintien de l'ordre, c'est aussi de l'anticipation. Et on voit qu'effectivement, il y a de la difficulté à anticiper, non pas seulement ce qui va se passer en termes de maintien de l'ordre, mais d'anticiper l'émergence de ce type de revendication. Moi, la situation du pays, de ce point de vue-là, me fait parfois penser à une cocotte minute. C'est prêt, il y a plein de tensions, il y a plein de risques, d'ébullition, etc. Et j'observe, moi, la vie politique. Je vois le politique assez démuni quand même par rapport à ça. Il est démuni ou il est déconnecté? Il est en partie déconnecté. Avec des marqueurs qui cristallisent effectivement le sentiment de colère qui peut monter très loin dans la gamme de la colère, qui peut tourner à la violence. Des éléments qui vont cristalliser le sentiment que le politique est sourd. Qu'il a une incapacité à entendre, que le politique est aussi frappé d'aveuglement, qu'il perpétue des positions, même s'il voit qu'il y a de forts blocages en face. Et il y a quelque chose qui, vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est moi mon impression dominante, il y a quelque chose qui dysfonctionne, on ne sait pas, on a du mal à le qualifier, mais un gros dysfonctionnement. Normalement, une grande puissance, un pays riche comme le nôtre, on dit qu'on est la 6e puissance mondiale. Donc normalement, je pense que si on est la 6e puissance mondiale, on devrait arriver à faire face aux différentes revendications. Et le politique ne donne plus le sentiment qu'il a une capacité à expliquer des choses très simples et à gérer, avant qu'elles n'explosent, des colères qui ont été trop mises sous pression. On a eu cet épisode des Gilets jaunes. On va voir ce qui va se passer. Mais quand même, effectivement, de voir une mobilisation comme ça qui part au milieu de l'été, au printemps, à l'été, qui arrive effectivement à 200 000 personnes, moi, je trouve que c'était pas mal, de 200 000 personnes, en dehors des mobilisations d'organisations syndicales. On va voir le 18 septembre ce qui se passe. Mais voilà, tout ça nous indique une grande difficulté de notre démocratie à anticiper correctement. Oui, alors je relais sur difficulté de notre démocratie parce que y a un souci dans l'usage des mots et dans ce que ça véhicule en termes de pratique. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aimiez pas la notion de récupération, moi non plus. Je ne le dirais peut-être pas tout à fait dans les mêmes termes, mais on est tout à fait en accord sur le fait je pense qu'il faut éviter ce terme. Il y a des phénomènes de rejet du politique, des politiques, des élus, des hommes politiques. Alors, simplement, ça recouvre des réalités très différentes. Et donc, il serait évidemment préférable que les colères puissent s'exercer contre ceux qui en sont responsables et qui ont des noms bien précis, enfin qui sont des organisations bien précises, qui sont liées à des mécanismes d'inégalité sociale bien précises, parce que à trop vouloir se défier du politique, des organisations, des élus, encore une fois, comme si c'était un phénomène homogène, on arrive à des impasses. Et à des impasses dont nous savons qu'elles peuvent être catastrophiques en termes d'expression démocratique et de résultats de cette expression, qui ne serait plus démocratique. Oui, non, nous on observe ce désarroi. Je disais tout à l'heure, avant l'émission à Daniel Tartakovsky, que j'avais même le sentiment parfois d'une forme de détresse
démocratique dans certains segments de l'opinion, un sentiment que la parole politique est épuisée comme une corde, épuisée vraiment jusqu'à la rupture. Il y a une très grande détresse démocratique qui existe. Quelles que soient les tendances politiques, plein d'électeurs de différentes familles politiques ont le sentiment que leur vote est piétiné, qu'il n'est pas respecté. Il l'a été avec le référendum en d'autres temps, il l'a bien évidemment été ces derniers jours. Voilà. Et ce qui fait que les soupapes de sécurité qui normalement doivent fonctionner, et en particulier les élections, la campagne électorale, normalement, c'est la possibilité d'avoir un grand débat sur des choses où on est en désaccord, et qu'au bout du compte, le dimanche soir, on respecte la règle du jeu. Celui qui a eu le plus de votes, il gagne. Et voilà, puis les autres prennent leur revanche le coup d'après. Donc ces soupapes de sécurité ont de plus en plus de mal à fonctionner. On a beaucoup dit, il y a eu un retour extraordinaire de participation en 2024. C'est vrai que ça rebondit par rapport aux législatives de 2022, parce qu'elles étaient décorrélées de la présidentielle, 2024. Mais moi, je n'étais pas très impressionné non plus par le score de participation de 2024. On n'était pas à 80% de participation en 2024. Dans nos enquêtes au CEVIPOF, nous, on n'a que 70% des gens qu'on interroge qui disent que voter, c'est le meilleur moyen pour s'exprimer. Derrière, il va y avoir boycotter, faire grève, manifester. Et moi, quand je vois 70% qui disent que voter, c'est le meilleur moyen d'expression publique, je trouve que ce n'est pas un très, très bon résultat pour une vieille démocratie libérale. C'est pas extraordinaire comme ça. 99%. Voilà, oui, et en même temps, il faut bien qu'on soit conscient que dans nombre de pays, dans un très grand nombre de pays qui étaient des démocraties, le problème des 50-50 ou des 3/3 équivalents est devenu un petit peu la norme, et qu'il y a un phénomène de déstructuration générale des formes politiques telles qu'elles étaient issues de la Seconde Guerre mondiale et de la mise en place des États sociaux dans leurs formes différentes. Et je crois qu'il n'y a pas que la France qui soit confrontée à cette difficulté, et c'est un problème lourd. Oui, non, je peux qu'adhérer. C'est ce qui ressort de nos données. Je rappelle parfois, il y a 3-4 universités qui ont développé de grandes bases de données sur le classement des démocraties, ce qu'ils appellent la qualité de la démocratie. Qu'est-ce qu'on a comme critère ? Voilà, il y a des fois des centaines d'indicateurs. La qualité de la démocratie, ça repose sur un certain nombre de grandes dimensions qui évaluent la démocratie. Le contrôle des institutions les unes par rapport aux autres. Est-ce que ce contrôle est bien démocratique ? Est-ce que le législatif a bien les moyens de contrôler l'exécutif ? Ça repose sur la qualité de la représentation politique. Est-ce que les taux de participation, mais aussi le respect de la parité dans les assemblées, mais aussi le reflet sociologique du pays dans les assemblées, voilà, plein d'indicateurs. Et sur les 3-4 classements qui existent, on tombe un peu de sa chaise quand on voit la position de la France. Parce que la France, elle n'est pas dans le haut du panier. Elle n'est pas du tout dans le haut du panier. Moi, j'ai tendance à dire qu'elle ne joue pas en première ligue dans les classements de démocratie. Il y a le top, les pays de l'Europe du Nord, la Suisse, l'Allemagne, qui est toujours beaucoup mieux classée que nous. Et puis nous, on est en rang moyen. On est autour de la 20, 23e, 25e place mondiale en termes de classement sur la qualité de la démocratie. Ça, c'est quand même un truc... Et on progresse pas beaucoup. Voilà, on progresse pas beaucoup. Pourtant, il y a eu des réformes qui ont été faites. Faut pas non plus jeter la pierre aux politiques en fait qui feraient rien. Il y a eu des tentatives de réforme. La lutte contre la corruption a été bien améliorée en France depuis au cours des dernières décennies. Le rôle du Parlement a été revalorisé à plusieurs reprises. Il y a des tas de... Voilà, le gouvernement peut plus dégainer le 49.3 autant qu'il voulait à une époque. Donc des choses ont été faites, mais ça ne modifie pas fondamentalement qu'il y a une déconnexion entre la puissance économique qu'on est toujours, la puissance internationale qu'on veut être. Et d'ailleurs, il y a un lien entre ce que vous dites et notre déclassement également en matière de maintien de l'ordre. Oui, c'est dans les indicateurs qui sont utilisés. Il y a les droits du citoyen face aux autorités en particulier. Jean-Luc Mélenchon, en soutenant Bloc-en-Tout, fait explicitement appel à la grève générale. Alors, la grève générale, il y a plein de gens dans le chat, à mon avis, qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la grève générale ?
Et comment on interprète cet appel à la grève générale? C'est pour vous, Daniel, je crois. Oui, c'est pour moi. Alors, c'est aussi un peu pour Bruno Cotresse, mais après. La grève générale est une stratégie qui a été initiée par le mouvement syndical, par les anarcho-syndicalistes au tournant du siècle dernier, donc entre 1900 et 1906. Qui était la seule tentative de mise en œuvre de la grève générale, qui apparaissait comme une stratégie de transformation de l'État, d'entrer dans ce monde nouveau qui était le monde où l'exploitation de l'homme par l'homme disparaîtrait. Donc ça se tenait comme une stratégie politique sans les formes, je dirais, institutionnelles du politique, mais c'était une stratégie éminemment politique dans son énoncé. La seule tentative, c'est 1906, autour de la question des 8 heures, justement, qui est on va dire un échec relatif. Enfin bon, la grève générale n'aura pas lieu. Il y a une crise du syndicalisme révolutionnaire, et donc la grève générale, en tant que stratégie énoncée, je dirais, disparaît à la fois du vocabulaire, mais également des pratiques des organisations syndicales dans leur diversité. Mais elle ne disparaît pas de notre imaginaire politique. La grève générale dans notre pays, et dans tous les pays où le syndicalisme révolutionnaire a eu un certain poids historiquement, est un mythe au sens où Sorel parlait de mythe, c'est-à-dire une image qui peut nous permettre d'aller de l'avant, ou qui peut permettre à ces acteurs d'aller de l'avant. Donc effectivement, quand dans les manifs on a grève générale, ça pousse en avant, en tout cas dans le cortège. Point. Alors, passons du mythe. Encore une fois, c'est le mythe sorélien. C'est le mythe en tant qu'il est un facteur de mise en marche et de marche en avant. Donc c'est pas péjoratif. C'est un récit pour mettre en mouvement. C'est pas dans oui, c'est ça. On parle d'autres parleraient de grands récits, mais enfin bon, c'est pas. À partir de là, quand d'aucuns nous disent, une fois de plus, les syndicats ont trahi leur base et n'ont pas appelé à la grève générale, ou quand d'autres nous disent il faut appeler à la grève générale, c'est une méconnaissance totale de la réalité du mouvement syndical en France. En 1900, aucune confédération n'a jamais lancé explicitement sous cette forme-là un appel à la grève générale. Bon, en 1936, on sait très bien que la grève qui va se généraliser au secteur privé, à l'époque le secteur public est très peu développé, est partie des entreprises de la métallurgie qui étaient menacées. Bon, mais donc prise en charge par la CGT qui était alors l'unique syndicat, mais pas d'appel initial à la grève générale. En 1968, le 13 mai, au lendemain du 13 mai, et la CGT et la CFDT appellent dans des termes qui sont un petit peu différents à généraliser les luttes. Généraliser les luttes, ça ne veut pas dire grève générale. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil parce qu'on est dans un pays... D'abord parce que c'est la prise en compte de la réalité de terrain. Ensuite parce que structurellement, les organisations syndicales en France sont des confédérations, c'est-à-dire qu'il appartient aux fédérations de métiers ou d'industrie d'organiser la lutte dans les formes qui sont les leurs. Donc, on ne va pas faire du contrefactuel, mais donc les organisations n'ont jamais appelé à la grève générale sous la forme où, dans les manifs, on peut dire grève générale. Qu'il y a eu dans certains moments de notre histoire, et notamment 36, 68 et pour une part 95, une généralisation des grèves, et qu'aujourd'hui cette généralisation des grèves soit difficile compte tenu de la situation, en particulier des entreprises du secteur privé, c'est une autre chose. Mais la généralisation des grèves, elle dépend de ce que les acteurs sur le terrain sont capables, compte tenu de rapports de force. Il y a un ouvrage récent qui est sorti de Baptiste Giraud sur comment naissent les grèves. C'est très intéressant. C'est des études des micro-études de terrain. C'est passionnant. Je veux dire, on voit comment c'est de la dentelle. Qu'est-ce qu'on y trouve, par exemple ? C'est de la dentelle pour engager une grève. Qu'est-ce qu'on y trouve, par exemple, comme micro-moyen ? Non, c'est pas des micro-moyens, mais c'est comment des acteurs de terrain dans une entreprise menacée de fermeture veulent se mettre en grève, et donc comment il y a discussion avec le syndicat qui lui-même discute avec sa Fédé ou avec l'Union des partis. Et on y va. Alors, faites attention, là, si vous y allez, vous avez vu, il y a tel et tel facteur. C'est pas le bon timing. Ou alors inversement, les mêmes acteurs qui disent « Bon, écoutez, c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que si vous y allez pas maintenant,
dans 15 jours, il y aura ça, et ça sera plus compliqué. Donc, on est vraiment dans un travail, encore une fois. Et là, il s'agit d'entreprise. Il ne s'agit pas de fédération, et moins encore de confédération. Donc, la grève, c'est pas quelque chose de presse-bouton sur le terrain, et moins encore à une échelle globale. C'est vrai qu'il y a une fonction du mythe qui est en politique, c'est essentiel. Mais c'est important, les mythes, oui. Bien ça, en politique, c'est essentiel. L'idée d'évoquer la force évocatrice de certains mots. Et là, on est vraiment on est vraiment là. L'idée, effectivement, de la grève générale, elle est évocatrice d'un soulèvement populaire. C'est vrai que si on regarde le répertoire de mots qu'utilise Jean-Luc Mélenchon, quand on le suit de près, qu'on écoute ce qu'il dit et qu'on le lit, on voit que c'est omniprésent. C'est un vocabulaire qui souvent appelle à... Il a parfois, au début, notamment du premier mandat d'Emmanuel Macron, il en appelait une marée humaine. Je reprends son expression. Donc on retrouve chez lui toujours cette idée qu'un jour, la force de son verbe, la force de sa conviction, l'ancrage des militants de son mouvement politique permettrait de renverser la table. Et le vocabulaire, effectivement, est évocateur. Un bloc-on-tout, on voit que c'est parti d'un autre univers. Je ne sais pas si le mouvement était tout de suite parti de la France Insoumise, s'ils auraient utilisé ce vocabulaire de bloc-on-tout. C'était une autre idée, bloc-on-tout, c'était l'idée de se mettre à l'arrêt. Moi, ça m'a rappelé au début, vous vous rappelez, je ne me rappelle plus, il y a une dizaine ou moins d'années, quand l'ancien footballeur Éric Cantona avait appelé les gens à aller retirer leur cash à la banque, en disant, mais si chacun d'entre nous demain matin va à la banque et retire son cash ou ses économies, on fait plier les banques, le système s'effondre. Ou demain, l'université s'arrête dans le mouvement contre la LRU en d'autres temps. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, c'était un petit peu autre chose, l'idée de mettre un bâton dans les roues du système et de le faire dysfonctionner. Et c'est vrai que le vocabulaire utilisé appelle toujours à des grandes références. Par exemple, l'histoire de la destitution d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même sujet. Le mot de destitution, il a une incroyable force évocatrice, il est très fort, quoi. En creux, il indique que nous sommes gouvernés par un monarque. Dans le meilleur des cas, quand on appelle à la destitution. Et le politique, c'est là où il est à la fois passionnant et en même temps, il donne le sentiment d'être déceptif. Il est passionnant parce que ces mots permettent d'aller de l'avant, de mobiliser. Et puis déceptif parce qu'on dit, non, il n'y a pas eu de mobilisation générale, il n'y a pas eu de grève générale, le monarque est toujours là. Donc le politique, c'est ça, ça plonge beaucoup dans l'univers de la mythologie, effectivement, et c'est même une des fonctions essentielles du langage politique, qui est de permettre, par cette force évocatrice de mots, l'appel à des grands récits, à des grands mythes, de simplifier la très difficile tâche qui est comprendre cette complexité du politique. Voilà, de proposer des schémas un peu binaires, simples, amis, ennemis, bons, méchants, etc. Et c'est fondamental en politique, ça. Mais puisque vous parlez des mots dans notre pays, grève, manifestation, on sait ce que c'est, parce que c'est cadré, c'est cadré par les textes. À partir de... Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 20-25 ans, les mouvements que nous évoquons se sont accompagnés de l'usage d'autres mots. Alors, je ne sais pas si ça débute, mais il y a quand même un moment fort. Jean-Pierre Raffarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. La rue, c'est comme la grève générale, dans un pays comme le nôtre. Alors, ça dépend si on y met une majuscule ou pas, mais enfin, la rue... Bon. Et qui donne immédiatement le renversement du stigmate. À qui elle est la rue, elle est à nous. Mais alors, est-ce que c'est la rue, est-ce que c'est la foule de Le Bon, de Tarbes? Évidemment, c'est ce que Raffarin nous dit quand il nous dit que c'est pas la rue qui gouverne. C'est la foule dans tout ce qu'elle a de non politique. Et la rue, elle est à nous, c'est du même niveau que la grève générale, du point de vue des mots qu'ils portent. Et puis après, on a eu les colères. Le mot colère ayant été employé, y compris par des mouvements syndicaux et syndiqués, je pense notamment à tout le monde hospitalier. Mais on disait les colères. En colère. Et là, bloquons tout.
C'est-à-dire que cette émergence d'autres termes qui nous disent autre chose, qui nous disent tous désarroi, finalement, que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, c'est pas un vocabulaire de lutte des classes directement. Et qui, pour certains, effectivement, sont des mots chocs. Et qui font choc. D'où peut-être, effectivement, les déceptions que vous évoquiez. Parce que finalement, bloquons tout, ça appelle à quoi ? Ça, c'est ce que disait Bruno Cottressi à un moment. C'est stop, écoutez-nous. Alors, il y a on s'attaque à la circulation, parce que s'attaquer à la production, c'est plus compliqué. Et puis, par ailleurs, on empêche le système de fonctionner, on le bloque. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des tas de choses, la preuve. Mais dans l'esprit, c'est... oui, c'est demain, l'université s'arrête, c'est... halte là, no passaran. Vous parliez du timing tout à l'heure, Daniel. Est-ce que là, le timing est le bon ? Si tant est qu'il y ait un bon ou mauvais timing. Pourquoi le 10 septembre, en fait ? Il me semble que le coup est parti avant le Beyrouth du 8 septembre. Oui. Le coup est parti avant. C'est même d'une certaine manière, ça pose la question presque inverse. Pourquoi Beyrouth s'est mis dans le 8 septembre s'il savait qu'il y avait le 10 ? Et je pense que c'est l'idée d'abord d'un moment de la rentrée, parce que là aussi, dans l'imaginaire, la rentrée sera chaude, la rentrée sera mobilisante. Il y a l'idée aussi, je pense, sans aucun doute, que la rentrée, c'est un moment où après la période de l'été, un peu de vacances pour certains, s'ils ont pu partir en vacances, on retrouve, au fond, c'est un retour dans la réalité. On rentre chez soi après quelques jours de vacances, on trouve les factures dans la boîte aux lettres. Donc je pense qu'il y a sans doute de cette idée de jouer de ce moment. Après, j'ai pas suffisamment étudié la genèse, l'émergence de ce mouvement pour savoir qu'est-ce qui s'est tramé dans cette date du 10 septembre. De mémoire, il me semble qu'elle a été fixée très longtemps en avance. C'est sans doute dans le début de l'été que le 10 septembre est apparu. Oui. Mais il est évident que tant qu'à perdre, il valait mieux que Beyrouth perde le 8 que le 12. C'est le front qui est sur les réseaux sociaux, qui rappelle donc en partie celle des Gilets jaunes en 2018, mais qui ne se range pas derrière des leaders identifiables. Est-ce qu'il faut des leaders pour un mouvement efficace ? Si on prend le cas des Gilets jaunes... il y avait quelques leaders chez les Gilets jaunes. Oui, mais quelques leaders, ça veut dire qu'il n'y a pas de leader. C'est très juste. Justement, on était et encore, c'était les médias qui étaient à la recherche de figures. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, ce qui me frappe avec les Gilets jaunes, c'est que finalement, le mouvement des Gilets jaunes, dont on sait très bien que comme il s'est développé sur une longue durée, donc il a évolué. Mais au total, c'est un mouvement qui interrompt une phase qui a débuté en 2002 et durant laquelle, si j'accepte le CPE, tous les mouvements, en tout cas tous les mouvements de salariés étaient voués à l'échec, enfin, en tout cas échouaient. Donc c'est pas la rue qui gouverne, il suffisait pas de le dire, mais il y avait les moyens pour faire en sorte que la rue ne gouverne plus. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'était passé dans les 20 années précédentes, les mobilisations d'importance ne suffisaient plus à agir sur le processus d'élaboration de la loi. Et les Gilets jaunes, ils ont contraint un gouvernement, ce gouvernement-là, à des reculs, ils ont à des contournements. Ils l'ont mis en difficulté. Alors, si l'objectif, c'était Macron démission, ils n'ont pas gagné. Mais les Gilets jaunes considèrent qu'ils ont perdu. Or, n'importe quel syndicat et n'importe quel leader syndical, il a toujours pour objectif premier, dans une sortie de grève, de montrer en quoi la lutte, même quand elle n'arrive pas à son objectif initial, elle a fait avancer des choses, ou elle a permis de sauvegarder des choses. C'est essentiel. Ce qui est important, c'est la capacité de transmettre. Tout à l'heure, je parlais de la dentelle, de réfléchir sur les échecs précédents ou les succès précédents, de voir comment ça se situe, et l'absence d'organisation, on va dire, je préfère avec des dirigeants, je préfère ça leader, a été une des limites du mouvement des Gilets jaunes. Quand à un moment donné, on ne négocie pas, bon d'accord, et qu'est-ce qu'on fait ? Et quand on n'a personne pour, encore une fois, capitaliser, et d'ailleurs on le sent bien, parce qu'on a retrouvé après des Gilets jaunes dans les mouvements extrêmement
hétérogènes qui se sont développés ensuite, depuis les antivax jusqu'au mouvement d'hier. Mais c'est bien des Gilets jaunes. Et c'est un mouvement. Alors, ça n'a pas disparu. Tout à l'heure, je disais, on est dans une longue séquence où tous ces acteurs-là, ils continuent à être en colère et ils continuent à finalement avoir les mêmes exigences ou revendications. Je ne sais pas quel est le bon terme, enfin, et les mêmes douleurs aussi. Mais je ne sais pas s'il faut des leaders, mais il faut à un moment donné construire la capacité à prendre la mesure du rapport de force, à avancer autant qu'on peut avancer, à expliquer en quoi on a avancé, et pour remobiliser dès que la conjoncture est plus favorable. Oui, c'est une vieille question, la question des mouvements politiques, sociaux et des leaders. C'est vrai que ce type de nouveaux mouvements rejette même l'idée de leader. Parce que le leader, c'est presque antinomique à la motivation de départ. La motivation de départ est qu'on ne peut pas être entendu, on ne peut pas faire entendre sa colère parce que certains s'approprient cette colère et la trahissent. Donc, avoir des leaders, et on a bien vu au moment des Gilets jaunes, je rejoins ce qui a été dit, c'était très souvent des leaders qui avaient été castés, présélectionnés par les médias, qui avaient besoin très de certainement, gens, oui. Voilà, en partie, mais c'était des gens avec beaucoup de sincérité. Ceux qui venaient dans les médias, ils venaient pas là pour faire les malins et se faire voir. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y avait un ou une leader qui apparaissait, il était tout de suite brocardé, mis en difficulté, parfois même menacé. Il faut dire les choses, appeler les choses par leur nom. Il y a des personnalités qui apparaissaient sur nos écrans de télé à ce moment-là, qui ont reçu des menaces. Justement sur le thème qu'ils avaient qu'une envie, c'était de se faire voir à la télé. La récupération. La récupération. Donc c'est une question qui est compliquée, parce qu'à un moment donné, il faut effectivement, pour mener un bras de fer avec le gouvernement, soit ça passe par le phénomène de leaders qui rentrent dans le répertoire d'action, qui va parler du fond des dossiers, soit effectivement il faut que le niveau de colère monte tellement haut que les autorités sont obligées de mettre genoux à terre. Et je suis pas certain que les Gilets jaunes puissent dire qu'ils ont perdu. Emmanuel Macron a bien mis genoux à terre avec la crise des Gilets jaunes. Il n'a jamais retrouvé dans son premier mandat, et encore moins dans son deuxième mandat, le truc de départ qu'il avait. Il a bien été stoppé net à l'automne-hiver 2018-2019. Excusez-moi. Et d'ailleurs, la reprise, enfin, l'ampleur du mouvement contre les retraites, qui certes a perdu, mais n'est pas compréhensible sans ce retournement dans l'opinion publique qui a été créé par les Gilets jaunes. Voilà, donc s'il n'y a pas de leader, c'est un autre risque, c'est celui aussi et on a vu des dommages très importants, des personnes qui ont subi des dommages physiques personnels pendant cette crise, qui est là aussi... des éborgnés, des mains arrachées. Voilà, quand on pense à notre système démocratique, qu'on dit, voilà, on veut jouer dans la cour des très grands, voilà, on ne peut pas dire que c'est très optimal. Donc c'est en ça que le phénomène de leader, il faut en même temps admettre à un moment donné que s'il y a des leaders, forcément, la tendance un petit peu du leadership, c'est de pouvoir un peu se perpétuer. Et donc c'est tout le ressort de la démocratie de limiter cette tentation que peuvent avoir des leaders de s'approprier effectivement la parole, mais très souvent de bonne foi. C'est-à-dire voilà, donc... mais je crois qu'il y a leader et leader. Dans la mesure, c'est pour ça que tout à l'heure j'évitais le terme, c'est la perspective populiste au sens où Mélenchon s'inscrit dans une perspective philosophique ou philosophico-politique. Le leader qui n'est pas lié, selon moi, l'organisation qui construit aux différentes échelles ces directions, c'est-à-dire ceux qui sont capables, encore une fois, de porter le sens de ce qui est en train de se produire, éventuellement de mettre en garde, et ensuite de transmettre, c'est pas la même chose que le leader charismatique sans avec une organisation dévouée au nom du charisme. Oui, non, je pense que
c'est en ça d'ailleurs que les organisations politiques classiques ont du mal avec ce type de mouvement, ou les organisations syndicales classiques, même si le phénomène de leadership au sens un peu caricatural du terme, on le voit plus dans le politique que dans le syndical. Clairement. Un des pères fondateurs de la sociologie, un grand nom de la sociologie, le sociologue allemand Max Weber, disait à propos de l'émergence de dirigeants politiques professionnels, au début du XXe siècle, au fond, c'est un progrès de la démocratie. C'est un progrès de la démocratie qu'il y ait des gens qui fassent métier d'être des politiciens, parce qu'à l'époque, il fallait avoir une fortune personnelle pour faire une carrière politique. Donc lui dit c'est un progrès de la démocratie de voir des assemblées qui peuvent un peu défrayer, rémunérer les gens qui font métier de politique. Et lui disait, une distinction qui, je pense, reste intéressante aujourd'hui, qu'il y avait une vraie différence entre vivre par la politique ou vivre pour la politique. C'est vrai que beaucoup de leaders aujourd'hui politiques donnent le sentiment qu'ils vivent sur la politique, qu'ils vivent de la politique plutôt que de vivre pour la politique. Et un gros sujet dans le pays, notamment, d'une forme on voit si on est suffisamment expérimenté, il y a des visages politiques qu'on voit depuis des décennies. Voilà. Et c'est vrai que ça, du coup, ça déclenche ou ça entraîne une vision de la politique comme quelque chose de caricatural. Notre nouveau Premier ministre est un très bel exemple de ce que vous exposez. Voilà, comme des gens qui sont plus là pour faire carrière. Et c'est difficile d'expliquer, moi j'essaie de l'expliquer régulièrement, que chez un politique professionnel, le mélange de conviction, de sincérité et de stratégie ou de carriérisme, c'est un mélange indissoluble. Les deux, ni positif ni négatif. Non, les deux sont présents. Voilà, les deux sont présents. Yapuka dans le chat dit bloquons tout et rappelle que la population a deux pouvoirs, c'est la production et la consommation, et qu'à force de les ignorer, il pourrait se rebeller. Est-ce que le mouvement du 10 septembre n'est pas finalement un tremplin pour celui du 18 de la semaine prochaine, qui est un mouvement donc syndical? C'est pas un tremplin, c'est deux. Tout à l'heure, je parlais de la diversité des répertoires au sein du 10. Là, le répertoire syndical classique et surtout de l'inter... Bon, ce qui est intéressant, c'est dans le 18, c'est le maintien de l'intersyndicale qui s'est constitué dans le mouvement des retraites. Et ça tranche quand même avec une longue période de notre histoire récente, où le conflit était dominant entre les deux, essentiellement les deux grandes confédérations syndicales. Donc l'intersyndicale tient pour tenir sans pour autant créer des désillusions. Et Solidaire et la CGT ont, dans des formes différentes, intégré le mouvement du 10 ou soutenu le mouvement du 10, et par ailleurs continué sur la voie qui était la leur et qui était initiée sans donner de date, mais ce mouvement il était initié aussi au début de l'été, de l'intersyndicale, et lancé le mouvement du 10. Donc c'est pas un tremplin. Je pense que le 18, il y aura pour une part les mêmes acteurs, il y en aura des nouveaux puisque notamment la CFDT n'entendait pas participer à ce mouvement et qu'elle sera évidemment présente le 18. Il y aura peut-être des acteurs non syndiqués du 10 qui rejoindront le 18 sous d'autres formes. Donc non, c'est pas un tremplin, c'est deux formes d'expression qui répondent à de mêmes difficultés et à partir d'acteurs qui sont pour une part les mêmes. Les revendications sont plus ou moins les mêmes? Elles sont... Elles sont connexes. Oui, elles sont pour une part les mêmes, et compte tenu de la diversité des... Ça dépend de ce qu'on appelle une revendication. Un mouvement comme le 10, il n'a pas un cahier des charges. Hein. Donc, comme nous tous, j'ai regardé les choses en continu, et donc j'ai vu les banderoles. Donc si on s'en tient pas les banderoles, d'ailleurs les pancartes. Donc si on prend les pancartes, évidemment, il y a une très grande diversité. Si on prend ce qui est à la source des colères et du mécontentement multiforme, oui, les inégalités sociales, je crois, et la crise des services publics, qui paraissent quand même être... C'est pas toujours dit sous ces formes-là, mais c'est profondément au cœur de ces différents mouvements. Ces trois crises, en fait, qui sont entremêlées, qui expliquent ces mouvements, avec chacun ses modalités d'expression, ses répertoires d'action. Mais voilà, il y a trois crises qui interagissent les unes par rapport aux autres. Dans le pays, il y a une crise politique qui est évidente. Et la crise politique, c'est pas seulement que Bayrou est tombé, après Barnier qui est tombé, etc. C'est une crise politique assez profonde, vraiment, qui est la déconnexion entre les attentes des gens et
et ce qui se passe après les élections. Il y a une deuxième crise qui est une crise démocratique, qui elle aussi ne date ni d'Emmanuel Macron, ni des années récentes, qui s'est accentuée depuis 20 ou 30 ans, qui est profonde dans le pays, et qui est le sentiment que ça respire pas assez entre deux élections. Voilà, que les gens ont des choses à dire, et ils ne trouvent pas le moyen de les exprimer. On voit que le système tourne autour de cette question. Alors le système va inventer à un moment donné le grand débat, les conventions citoyennes, etc. Mais au fond, on revient toujours au point de départ, qui est... on ne voit pas bien où ça passe, ce que c'est devenu. Donc ça, c'est la crise démocratique. Si, on voit que c'est rien devenu. Voilà, que c'est rien devenu. La crise démocratique est là, puis il y a une crise sociale. Et la crise sociale en France, elle est au moins aussi aiguë que dans d'autres pays. Ce qui surprend beaucoup d'observateurs qui disent « Mais pourtant, regardez, les transferts sociaux sont importants en France. Vous avez une sécurité sociale que beaucoup de pays vous envieraient. Voilà. » Mais ce système, il est en même temps bâti sur l'idée de la méritocratie et de l'égalité des chances. Et dans leur vie de tous les jours, les gens font une expérience différente. Ils disent je ne comprends pas, parce que moi j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit, j'ai bien travaillé à l'école, je suis un bon citoyen. Puis à un moment donné... J'ai eu des diplômes. J'ai eu des diplômes, puis en termes d'égalité de chances, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis resté à la sortie de mes études, je n'ai pas trouvé. Et puis après, je veux prendre un appartement, c'est impossible de louer, c'est impossible de devenir propriétaire de son logement. Et donc le système social donne le sentiment lui-même qui trahit la promesse qu'il met en exergue partout, liberté, égalité, fraternité, que le mot égalité en particulier est le maillon faible du système. Et tant qu'on n'a pas agi sur au moins une de ces trois crises, que la situation ne s'est pas débloquée sérieusement sur une de ces... On va avoir régulièrement des mouvements comme ça, parce que là, ce sont des problèmes de longue durée. Chers amis, il est 18h58, passé de 43 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter, mais c'est peut-être l'heure du mot de la fin ou celui de la suite, Daniel Tartakovsky. Eh bien, à suivre. C'est un très joli mot de la suite. Bruno Cotresse, le mot de la fin, le mot de la suite. Oui, la même chose à suivre, et ne perdons pas de vue, avant tout, que c'est en saisissant les modalités de l'expression publique respectueuse de la liberté et de la sécurité des autres qu'on fait avancer les choses. 18h59, passé de 9 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités. Merci Bruno Cotresse. Merci professeur Tartakovsky. Merci pour vos lumières inspirantes. Merci à Cyril Balta. Merci à Damien Sangali et toutes les mains sympathiques qui œuvrent derrière les vitres de la régie. Merci messieurs. Merci pour le réel, le cadre, le son, l'image et le pixel. Merci Stéphanie Berlu qui bosse là-bas pour les visuels. Merci Jérôme Machka pour son très très précieux concours. Merci aussi à toutes celles et ceux qui sont intervenus d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse tenir le stream d'aujourd'hui avec du son, de la clim, vite fait, de la lumière, de l'image, de l'électricité, du mobilier, et tout ça dans les temps, et tout ça dans une très relative et très bonne humeur. Je vois Cyril qui râle, et ça veut dire que ça s'est très bien passé. Si vous avez raté le stream, chers amis, que vous voulez le réécouter, ah oui, puis merci pour vos questions aussi dans le chat, pardon, j'ai oublié de vous remercier. Merci pour vos questions dans le chat, merci d'avoir été si nombreux ce soir. Mais si vous aviez raté le stream, si vous êtes arrivé là par exemple maintenant, que vous voulez le réécouter, il sera disponible en replay dans un instant sur la chaîne Twitch de France Info. Vous pouvez le retrouver aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de France Info et sur franceinfo.fr ainsi que sur la page podcast de l'émission sur la plateforme de Radio France. Allez, nous on se retrouve jeudi prochain de 17h à 19h, exactement au même endroit, pas vraiment de bonne heure mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.